Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'île mystérieuse, écrit par Jules Verne. C'est notre 6e épisode sur cette œuvre. Nous entamons aujourd'hui la 2e partie. J'ai d'ailleurs appris que les parties avaient des titres. Je crois que dans l'œuvre originale, les parties ont des titres. Ici, ils ne sont mentionnés qu'en haut de page. Donc du coup, on va entamer la partie L'abandonné, tandis qu'on a terminé la partie Les naufragés de l'air la dernière fois. Dans mon édition, la 2e partie s'appelle la seconde partie, mais vu que normalement on dit second quand il n'y a pas de 3e, et que là il y a un 3e, je vais mettre 2e, surtout que, a priori, dans l'édition originale qu'on peut trouver gratuitement sur internet, c'était écrit 2e, donc je ne sais pas pourquoi dans cette édition c'est écrit second. Mais bref, second, 2e, vous le comprenez, de toute manière, ça sera la même chose. Titre pas titre, ça sera la même chose. Et de toute manière, si vous ne voulez pas vous perdre, il n'y a aucun problème. Sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver directement dans la playlist Et si on lisait l'île mystérieuse, les épisodes qui se suivent bien les uns les autres, bien numérotés dans leur miniature, etc. Enfin bon, bref, tout est bien fait pour que vous vous y retrouviez, il n'y a aucun souci. Et puis vous trouverez les épisodes à venir également, bien entendu. De même que si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la description de la vidéo, ainsi que la barre de lecture de la vidéo. Vous trouverez des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses et d'aller directement à l'endroit qui vous intéresse. Voili, voilou. Pour l'heure, je suis en live, donc bonsoir le live, bonsoir Charline, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Personnellement, ça va plutôt bien, merci de demander. Ça va plutôt bien, je pense. Ouais, ça va plutôt bien. Je suis en train de me poser la question à moi-même. Non, mais ouais, je pense que ça va plutôt bien. Comme je le disais, je me suis rendu compte de certaines choses, d'après l'édition originale, et cetera. Genre le fait que la 2e partie, elle est enfin, que les parties aient un titre, ça, je suis pas sûr, mais il me semble que les parties ont un titre. Donc ça, j'avais pas vu, désolé. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que maintenant ça fait quelques épisodes qu'on est sur cette lecture et dû à son rythme de publication originel, donc étant donné que ce roman, avant d'être un roman, a été feuilletonnant, n'est-ce pas? A été publié en feuilleton, c'est-à-dire chapitre par chapitre dans des magazines, des journaux, que sais-je. Et bien du coup, ils sont assez équilibrés les uns avec les autres, ce qui est pas mal pour moi pour faire du prévisionnel, on va dire. Ce qui fait que là où je pensais qu'on ferait la série de live la plus longue, avec le bouquin le plus long jamais lu en live, etc., etc., je pense qu'on va réussir à diminuer un petit peu la note, diminuer un petit peu le temps. Bon, faut dire aussi que en général, je fais pas des sessions de lecture aussi longues sans faire de pause. Donc il y a aussi le fait que ça fait déjà 5 épisodes que je lis à chaque épisode un peu plus que ce que je ferais sur une autre œuvre. Donc du coup, grâce à ce gain de temps, on va dire, grâce à cette condensation de la lecture, en fait, c'est vraiment ça. En faisant des lectures un peu plus denses chaque mardi, chaque vendredi, il y a moyen que je fasse tenir ça en 15 lives, étant donné que la première partie nous a pris 5 lives et que la partie 2 et 3 font chacune respectivement 20 chapitres, là où la première partie faisait 22 chapitres. Et là où j'ai rajouté 2 chapitres la fois dernière pour faire 6 chapitres. Donc en fait, à raison de 4 chapitres par soir, c'est quasi sûr, quasi emballé et pesé que la lecture de l'île mystérieuse prendra en tout et pour tout 15 lives, à savoir encore 10 lives. 10 lives séparés sur 2 lives par semaine, ça nous mène à dans 5 semaines. Donc logiquement, aux alentours de mi... On est en mars? Ouais, c'est ça. Donc logiquement, aux alentours de mi-avril, on aura terminé la première lecture de l'année, il me semble. On aura terminé l'île mystérieuse. Voili, voilou. Donc du coup, au vu de comment on avance, et vu que pour le moment je suis pas trop lassé non plus,
Je ne pense pas faire forcément de pause. Je pense qu'on va peut-être tout enchaîner, même si je vous avais dit le contraire au début, mais je pense qu'on va peut-être tout enchaîner. Si vraiment j'ai un peu la flemme à un moment, au pire, je passerai un live, mais je pense qu'on est plutôt sur une bonne lancée. Bonsoir Chamast, bonsoir Miss Perrine, merci de me rejoindre, merci de nous rejoindre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, on avance bien, on avance bien. On partage la lecture, on partage l'effort, vous me donnez votre énergie, n'est-ce pas? Euh, Bien, la fois dernière, on s'était arrêté sur un énorme cliffhanger à la fin de la première partie, même s'il y en a grosso modo à tous les chapitres. Là, il y avait un truc un peu plus d'importance quand même, étant donné que, si je ne m'abuse, il me semble que c'était Pencroff qui s'était blessé à la dent, et on s'était rendu compte qu'il avait mordu, non pas dans un caillou, comme il avait été premièrement suggéré, mais dans une bille de plomb, ce qui signifie qu'une arme à feu a été utilisée sur l'île en fait, dans l'animal qu'ils ont préparé et dévoré. Problème, les survivants qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'est-à-dire notre petit groupe, n'a pas d'arme à feu. Donc, cette deuxième partie nous réserve certainement une rencontre. Certainement une rencontre et certainement une rencontre un petit peu compliquée. On attend aussi de savoir s'il y a Godzilla dans le lac, exactement. Exactement, c'est ça. Il y a aussi Cthulhu qui est au fond du puits dans leur nouvel habitat. Enfin voilà, il y a tout un tas de, tout un tas de phénomènes étranges à explorer. Et c'est ça qui est cool, c'est que il y a quand même, en plus de la survie et en plus de l'aspect, est-ce qu'on va rester sur cette île, est-ce qu'on va s'en sortir, etc. Est-ce qu'il faut qu'on parte? Est-ce qu'il faut qu'on essaie de faire un radeau? Est-ce qu'au contraire, il faut qu'on reste ici pour attendre l'aide, une aide extérieure, etc., etc. En plus de ces considérations classiques, on va dire, sur la survie sur une île, en milieu inhospitalier, eh bien, il y a aussi toutes ces questions un peu plus flippantes, un peu plus... je dis un peu plus flippantes, mais la survie, c'est déjà bien flippant. Mais en tout cas, un peu plus mystérieuses, ça c'est clair et net. L'île mystérieuse porte bien son nom. Parce que en fait, on ne sait pas encore exactement quels sont les dangers qui guettent nos héros. Donc ça, c'est vraiment, vraiment sympa à découvrir. Hop, j'espère qu'on va en apprendre un petit peu plus dans les 4 chapitres de ce soir. Comme d'habitude, sur cette lecture de l'île mystérieuse, je vais procéder à la lecture de 2 chapitres, faire une pause, puis 2 autres chapitres, et ça nous mènera à la fin de cette soirée. Voilà, voilou, je pense qu'on est bon, je pense qu'on va pouvoir se lancer. Je vous invite à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous passez, je l'espère, un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous. Et oui, avant qu'on entame la lecture, a priori, cette semaine, pas de soucis, il y aura live de lecture ce soir et vendredi. Par contre, les autres lives de la semaine, je ne sais pas encore ce que je fais. Je ne sais pas encore ce que je fais, j'ai pas encore pris de décision concernant la Corne des Sables d'Ivoire, si on allait changer le rythme, changer la cadence. Comme le dernier live a été particulièrement court, j'ai quand même de l'appétit à enchaîner assez rapidement, mais je ne sais pas encore comment je vais faire, parce que j'ai aussi en concurrence, si je peux dire, une envie de faire des lives de musique, mais surtout une envie de poursuivre la plongée dans ma bibliothèque. Ces livres-là derrière moi attendent sur cette étagère depuis très longtemps leur épisode. Donc je pense que ce serait peut-être la bonne semaine pour faire ça, surtout que mon groupe de jeux de rôle n'est pas disponible cette semaine. Donc normalement samedi après-midi je dois être dispo. Donc il y a moyen. Il y a moyen que cette semaine ça se fasse. D'ailleurs je dis samedi après-midi, mais peut-être éventuellement que ça pourrait être un autre jour de la semaine. Là je vais rien vous promettre, je vais rien vous dire, à part annoncer le live de lecture de vendredi. Je ne sais pas s'il y aura live sur la Corne des Sables d'Ivoire, s'il y aura live de Tri de la Bibliothèque, s'il y aura les deux, et je ne sais pas quel jour. Je vous tiens au courant dès que je le sais, sur les réseaux comme d'habitude, Facebook, Twitter et Discord en l'occurrence. Voilou, on est bon, on est paré à la lecture. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je suis pas venu sur cette lecture de l'île mystérieuse, alors qu'en fait ça fait autant de temps que d'habitude. Mais je sais pas, j'ai l'impression que
Ma perception du temps a tendance à pas mal changer ces jours-ci, c'est très étrange. J'ai vraiment l'impression que, quelque part, que les semaines sont plus remplies et que du coup ça dilate le temps comme ça, ce qui est assez logique. Ce qui va aussi en adéquation avec les découvertes scientifiques sur le sujet, mais bon bref. Mais ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là de je fais plus de choses et je vois le temps, se dérouler plus lentement, mais ça me fait plaisir du coup. Parce que j'ai l'impression de plus profiter des choses et là, je suis plus content d'être sur la lecture de ce soir parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps déjà que je n'ai pas vu, Jules Verne alors qu'en fait ça fait pas si longtemps. Je suis dans la quatrième dimension. Bienvenue dans la quatrième dimension. Euh, on va se lancer. Je vous souhaite une bonne écoute Chamas, bonne écoute Miss Perrine, bonne écoute Charline, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques 40 minutes à peu près, parce que c'est souvent ça qui se passe en fait sur ces lives avec Jules Verne. À dans environ 40 minutes pour la pause. On est y part. Motivé, motivé. Deuxième partie. Chapitre 1. Il y avait 7 mois, jour pour jour, que les passagers du ballon avaient été jetés sur l'île Lincoln. Depuis cette époque, quelques recherches qu'ils eussent faites, aucun être humain ne s'était montré à eux. Jamais une fumée n'avait trahi la présence de l'homme à la surface de l'île. Jamais un travail manuel n'y avait attesté son passage, ni à une époque ancienne, ni à une époque récente. Non seulement elle ne semblait pas être habitée, mais on devait croire qu'elle n'avait jamais dû l'être. Et maintenant, voilà que tout cet échafaudage de déduction tombait devant un simple grain de métal trouvé dans le corps d'un inoffensif rongeur. C'est qu'en effet, ce plomb était sorti d'une arme à feu, et quel autre qu'un être humain avait pu s'être servi de cette arme? Lorsque Pencroff eut posé le grain de plomb sur la table, ses compagnons le regardèrent avec un étonnement profond. Toutes les conséquences de cet incident, considérables malgré son apparente insignifiance, avaient subitement saisi leur esprit. L'apparition subite d'un être surnaturel ne les eût pas impressionnés plus vivement. Cyrus Smith n'hésita pas à formuler tout d'abord les hypothèses que ce fait, aussi surprenant qu'inattendu, devait provoquer. Il prit le grain de plomb, le tourna, le retourna, le palpa entre l'index et le pouce. Puis, « Vous êtes en mesure d'affirmer, demanda-t-il à Pencroff, que le pécari blessé par ce grain de plomb était à peine âgé de 3 mois. À peine, monsieur Cyrus, répondit Pencroff. Il tétait encore sa mère quand je l'ai trouvé dans la fosse. Eh bien, dit l'ingénieur, il est par cela même prouvé que depuis 3 mois au plus, un coup de fusil a été tiré dans l'île Lincoln. Et qu'un grain de plomb, ajouta Gédéon Spilett, a atteint mais non mortellement ce petit animal. Cela est indubitable, reprit Cyrus Smith, et voici quelles conséquences il convient de déduire de cet incident. Ou l'île était habitée avant notre arrivée, ou des hommes y ont débarqué depuis 3 mois au plus. Ces hommes sont-ils arrivés volontairement ou involontairement, par le fait d'un atterrissage ou d'un naufrage? Ce point ne pourra être élucidé que plus tard. Quant à ce qu'ils sont, européens ou malais, ennemis ou amis de notre race, rien ne peut nous permettre de le deviner, et s'ils habitent encore l'île ou s'ils l'ont quittée, nous ne le savons pas davantage. Mais ces questions nous intéressent trop directement pour que nous restions plus longtemps dans l'incertitude. Non, 100 fois non, 1000 fois non, s'écria le marin en se levant de table. Il n'y a pas d'autre homme que nous sur l'île Lincoln. Que diable! L'île n'est pas grande, et si elle eût été habitée, nous aurions bien aperçu déjà quelques-uns de ses habitants. Le contraire, en effet, serait bien étonnant, dit Harbert. Mais il serait bien plus étonnant, je suppose. Mais il serait bien plus étonnant, je suppose, fit observer le reporter, que ce pécari fût né avec un grain de plomb dans le corps. À moins, dit sérieusement Nab, que Pencroff n'ait eu... Voyez-vous cela, Nab, riposta Pencroff. J'aurais sans m'en être aperçu depuis tantôt 5 ou 6 mois un grain de plomb dans la mâchoire. Mais où serait-il tombé? Pardon, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Mais où se serait-il caché? Ajouta le marin, en ouvrant la bouche de façon à montrer les magnifiques 32 dents qui la garnissaient. Regarde bien, Nab, et si tu trouves une dent creuse dans ce râtelier-là, je te permets de lui en arracher une demi-douzaine.
L'hypothèse de Nab est inadmissible, en effet, répondit Cyrus Smith, qui, malgré la gravité de ses pensées, ne put retenir un sourire. Il est certain qu'un coup de fusil a été tiré dans l'île depuis 3 mois au plus. Mais je serais porté à admettre que les êtres quelconques qui ont atterri sur cette côte n'y sont que depuis très peu de temps ou qu'ils n'ont fait qu'y passer. Car si, à l'époque à laquelle nous explorions l'île du haut du mont Franklin, elle eût été habitée, nous l'aurions vue ou nous aurions été vus. Il est donc probable que depuis quelques semaines seulement, des naufragés ont été jetés par une tempête sur un point de la côte. Quoi qu'il en soit, il nous importe d'être fixés sur ce point. Je pense que nous devrons agir prudemment, dit le reporter. C'est mon avis, répondit Cyrus Smith, car il est malheureusement à craindre que ce ne soient des pirates malais qui aient débarqué sur l'île. Monsieur Cyrus, demanda le marin, ne serait-il pas convenable, avant d'aller à la découverte, de construire un canot qui nous permît soit de remonter la rivière, soit au besoin de contourner la côte? Il ne faut pas se laisser prendre au dépourvu. Votre idée est bonne, Pencroff, répondit l'ingénieur, mais nous ne pouvons attendre. Or, il faudrait au moins 1 mois pour construire un canot. Un vrai canot, oui, répondit le marin, mais nous n'avons pas besoin d'une embarcation destinée à tenir la mer, et en 5 jours au plus, je me fais fort de construire une pirogue suffisante pour naviguer sur la Mercy. En 5 jours, s'écria Nab, fabriquer un bateau? Oui, Nab, un bateau à la mode indienne. En bois? Demanda le nègre d'un air peu convaincu. En bois, répondit Pencroff, ou plutôt en écorce. Je vous répète, monsieur Cyrus, qu'en 5 jours l'affaire peut être enlevée. En 5 jours, soit, répondit l'ingénieur. Mais d'ici là, nous ferons bien de nous garder sévèrement, dit Harbert. Très sévèrement, mes amis, répondit Cyrus Smith, et je vous prierai de borner vos excursions de chasse aux environs de Granite House. Le dîner finit moins gaiement que n'avait espéré Pencroff. Ainsi donc, l'île était ou avait été habitée par d'autres que par les colons. Depuis l'incident du grain de plomb, c'était un fait désormais incontestable, et une pareille révélation ne pouvait que provoquer de vives inquiétudes chez les colons. Cyrus Smith et Gédéon Spilett, avant de se livrer au repos, s'entretinrent longuement de ces choses. Ils se demandèrent si, par hasard, cet incident n'aurait pas quelque connexité avec les circonstances inexplicables du sauvetage de l'ingénieur et autres particularités étranges qui les avaient déjà frappés à plusieurs reprises. Cependant, Cyrus Smith, après avoir discuté le pour et le contre de la question, finit par dire « En somme, voulez-vous connaître mon opinion, mon cher Spilett ?»« Oui, Cyrus. »« Eh bien, la voici. Si minutieusement que nous explorions l'île, nous ne trouverons rien. » Dès le lendemain, Pencroff se mit à l'ouvrage. Il ne s'agissait pas d'établir un canot avec membrure et bordage, mais tout simplement un appareil flottant à fond plat qui serait excellent pour la navigation de la Mercy, surtout aux approches de ces sources où l'eau présenterait peu de profondeur. Des morceaux d'écorce, cousus l'un à l'autre, devaient suffire à former la légère embarcation, et au cas où, par suite d'obstacles naturels, un portage deviendrait nécessaire, elle ne serait ni lourde ni encombrante. Pencroff comptait former la suture des bandes d'écorce au moyen de clous rivés et assurer, avec leur adhérence, le parfait étanchement de l'appareil. Il s'agissait donc de choisir des arbres dont l'écorce, souple et tenace, se prêtât à ce travail. Or, précisément, le dernier ouragan avait abattu une certaine quantité de Douglas qui convenait parfaitement à ce genre de construction. Quelques-uns de ces sapins gisaient à terre et il n'y avait plus qu'à les écorcer, mais ce fut là le plus difficile, vu l'imperfection des outils que possédaient les colons. En somme, on en vint à bout. Pendant que le marin, secondé par l'ingénieur, s'occupait ainsi, sans perdre une heure, Gédéon Spilett et Harbert ne restèrent pas oisifs. Ils s'étaient fait les pourvoyeurs de la colonie. Le reporter ne pouvait se lasser d'admirer le jeune garçon qui avait acquis une adresse remarquable dans le maniement de l'arc ou de l'épieu. Harbert montrait aussi une grande hardiesse, avec beaucoup de ce sang-froid que l'on pourrait justement appeler le raisonnement de la bravoure. Les 2 compagnons de chasse, tenant compte d'ailleurs des recommandations de Cyrus Smith, ne sortaient plus d'un rayon de 2 miles autour de Granite House, mais les premières rampes de la forêt fournissaient un tribut suffisant d'agoutis, de cabillailles, de kangourous, de pécaris, etc. Et si le rendement des trappes était peu important depuis que le froid avait cessé, du moins la Garenne donnait-elle son contingent accoutumé qui eût pu nourrir toute la colonie de l'île Lincoln. Souvent, pendant ces chasses,
Harbert causait avec Gédéon Spilett de cet incident du grain de plomb et des conséquences qu'en avait tirées l'ingénieur. Et un jour, c'était le 26 octobre, il lui dit « Mais, monsieur Spilett, ne trouvez-vous pas très extraordinaire que si quelques naufragés ont débarqué sur cette île, ils ne se soient pas encore montrés du côté de Granite House ?»« Très étonnant s'ils y sont encore, » répondit le reporter, « mais pas étonnant du tout s'ils n'y sont plus. »« Ainsi vous pensez que ces gens-là ont déjà quitté l'île ?» reprit Harbert. « C'est plus que probable, mon garçon, car si leur séjour s'y fut prolongé, et surtout s'ils y étaient encore, quelque incident eût fini par trahir leur présence. » « Mais s'ils ont pu repartir, » fit observer le jeune garçon, « ce n'étaient pas des naufragés. »« Non, Harbert, ou tout au moins, ils étaient ce que j'appellerais des naufragés provisoires. Il est très possible, en effet, qu'un coup de vent les ait jetés sur l'île, sans avoir désemparé leur embarcation, et que, le coup de vent passé, ils aient repris la mer. »« Il faut avouer une chose, » dit Harbert, « c'est que Mr. Smith a toujours paru plutôt redouter que désirer la présence d'êtres humains sur notre île. »« En effet, » répondit le reporter, « il ne voit guère que des malais qui puissent fréquenter ces mers, et ces gentlemen-là sont de mauvais chenapans qu'il est bon d'éviter. »« Il n'est pas impossible, monsieur Spilett, reprit Harbert, que nous retrouvions un jour ou l'autre des traces de leur débarquement, et peut-être serons-nous fixés à cet égard. »« Je ne dis pas non, mon garçon. Un campement abandonné, un feu éteint, peuvent nous mettre sur la voie, et c'est ce que nous chercherons dans notre exploration prochaine. » Le jour où les deux chasseurs causaient ainsi, ils se trouvaient dans une portion de la forêt voisine de la Mercy, remarquable par des arbres de toute beauté. Là, entre autres, s'élevaient à une hauteur de près de 200 pieds au-dessus du sol, quelques-uns de ces superbes conifères auxquels les indigènes donnent le nom de Coris dans la Nouvelle-Zélande. « Une idée, monsieur Spilett, dit Harbert. Si je montais à la cime de l'un de ces Coris, je pourrais peut-être observer le pays dans un rayon assez étendu. »« L'idée est bonne, » répondit le reporter, « mais pourras-tu grimper jusqu'au sommet de ces géants-là ?»« Je vais toujours essayer, » répondit Harbert. Le jeune garçon, agile et adroit, s'élança sur les premières branches, dont la disposition rendait assez facile l'escalade du Kauri, et en quelques minutes, il était arrivé à sa cime, qui émergeait de cette immense plaine de verdure que formaient les ramures arrondies de la forêt. De ce point élevé, le regard pouvait s'étendre sur toute la portion méridionale de l'île, depuis le cap Griffe au sud-est jusqu'au promontoire du Reptile au sud-ouest. Dans le nord-ouest se dressait le mont Franklin qui masquait un grand quart de l'horizon. Mais Harbert, du haut de son observatoire, pouvait précisément observer toute cette portion encore inconnue de l'île, qui avait pu donner ou donner refuge aux étrangers dont on soupçonnait la présence. Le jeune garçon regarda avec une attention extrême. Sur la mer d'abord, rien en vue. Pas une voile, ni à l'horizon, ni sur les atterrages de l'île. Toutefois, comme le massif des arbres cachait le littoral, il était possible qu'un bâtiment, surtout un bâtiment désemparé de sa mâture, eût accosté la terre de très près, et par conséquent fût invisible pour Harbert. Au milieu des bois du Far West, rien non plus. La forêt formait un impénétrable dôme, mesurant plusieurs miles carrés, sans une clairière, sans une éclaircie. Il était même impossible de suivre le cours de la Mercy et de reconnaître le point de la montagne dans lequel elle prenait sa source. Peut-être d'autres criques couraient-ils vers l'ouest, mais rien ne permettait de le constater. Mais du moins, si tout indice de campement échappait à Harbert, ne pouvait-il surprendre dans l'air quelque fumée qui décelât la présence de l'homme ? L'atmosphère était pure, et la moindre vapeur s'y fut nettement détachée sur le fond du ciel. Pendant un instant, Harbert crut voir une légère fumée monter dans l'ouest, mais une observation plus attentive lui démontra qu'il se trompait. Il regarda avec un soin extrême, et sa vue était excellente. Non, décidément il n'y avait rien. Harbert redescendit au pied du Kauri, et les deux chasseurs revinrent à Granite House. Là, Cyrus Smith écouta le récit du jeune garçon, secoua la tête et ne dit rien. Il était bien évident qu'on ne pourrait se prononcer sur cette question qu'après une exploration complète de l'île. Le surlendemain, 28 octobre, un autre incident se produisit, dont l'explication devait encore laisser à désirer. En rôdant sur la grève, à 2 miles de Granite House, Harbert et Nab furent assez heureux pour capturer un magnifique échantillon de l'ordre des chélonées. C'était une tortue franche du genre Midas, dont la carapace offrait d'admirables reflets verts.
Harbert aperçut cette tortue qui se glissait entre les roches pour gagner la mer. « À moi, Nab, à moi !» cria-t-il. Nab accourut. « Le bel animal !» dit Nab. « Mais comment nous en emparer ?»« Rien n'est plus aisé, Nab, » répondit Harbert. « Nous allons retourner cette tortue sur le dos et elle ne pourra plus s'enfuir. Prenez votre épieu et imitez-moi. » Le reptile, sentant le danger, s'était retiré entre sa carapace et son plastron. On ne voyait plus ni sa tête ni ses pattes, et il était immobile comme un roc. Harbert et Nab engagèrent alors leurs bâtons sous le sternum de l'animal, et, unissant leurs efforts, ils parvinrent non sans peine à le retourner sur le dos. Cette tortue, qui mesurait 3 pieds de longueur, devait peser au moins 400 livres. « Bon, » s'écria Nab, « voilà qui réjouira l'ami Pencroff. » En effet, l'ami Pencroff ne pouvait manquer d'être réjoui, car la chair de ces tortues qui se nourrissent de zoster est extrêmement savoureuse. En ce moment, celle-ci ne laissait plus entrevoir que sa tête petite aplatie, mais très élargie postérieurement par de grandes fosses temporales cachées sous une voûte osseuse. « Et maintenant, que ferons-nous de notre gibier ?» dit Nab. « Nous ne pouvons pas le traîner à Granite House. »« Laissons-le ici, puisqu'il ne peut se retourner, » répondit Harbert, « et nous reviendrons le reprendre avec le chariot. »« C'est entendu. » Toutefois, pour plus de précaution, Harbert prit le soin, que Nab jugeait superflu, de caler l'animal avec de gros galets. Après quoi, les 2 chasseurs revinrent à Granite House, en suivant la grève que la marée basse alors découvrait largement. Harbert, voulant faire une surprise à Pencroff, ne lui dit rien du superbe échantillon des chélonées qu'il avait retourné sur le sable. Mais 2 heures après, Nab et lui étaient de retour avec le chariot à l'endroit où ils l'avaient laissé. Le superbe échantillon des chélonées n'y était plus. Nab et Harbert se regardèrent d'abord, puis ils regardèrent autour d'eux. C'était pourtant bien à cette place que la tortue avait été laissée. Le jeune garçon retrouva même les galets dont il s'était servi, et par conséquent, il était sûr de ne pas se tromper. « Ah ça !» dit Nab, « ça se retourne donc, ces bêtes-là ?»« Il paraît, » répondit Harbert, qui n'y pouvait rien comprendre et regardait les galets épars sur le sable. « Eh bien, c'est Pencroff qui ne sera pas content. Et c'est Mr. Smith qui sera peut-être bien embarrassé pour expliquer cette disparition, » pensa Harbert. « Bon, » fit Nab, qui voulait cacher sa mésaventure. « Nous n'en parlerons pas. »« Au contraire, Nab, il faut en parler, » répondit Harbert. Et tous deux, reprenant le chariot qu'ils avaient inutilement amené, revinrent à Granite House. Arrivé au chantier où l'ingénieur et le marin travaillaient ensemble, Harbert raconta ce qui s'était passé. « Ah, les maladroits !» s'écria le marin. « Avoir laissé échapper 50 potages au moins !»« Mais, Pencroff, » répliqua Nab, « ce n'est pas notre faute si la bête s'est enfuie, puisque je te dis que nous l'avions retournée. »« Alors vous ne l'aviez pas assez retournée !» riposta plaisamment l'intraitable marin. « Pas assez ?» s'écria Harbert, et il raconta qu'il avait pris soin de caler la tortue avec des galets. « C'est donc un miracle ?» répliqua Pencroff. « Je croyais, monsieur Cyrus, dit Harbert, que les tortues, une fois placées sur le dos, ne pouvaient se remettre sur leurs pattes, surtout quand elles étaient de grande taille. »« Cela est vrai, mon enfant, » répondit Cyrus Smith. « Alors, comment a-t-il pu se faire ?»« À quelle distance de la mer aviez-vous laissé cette tortue ?» demanda l'ingénieur qui, ayant suspendu son travail, réfléchissait à cet incident. « À une quinzaine de pieds au plus, » répondit Harbert. « Et la marée était basse à ce moment. »« Oui, monsieur Cyrus. »« Eh bien, » répondit l'ingénieur, « ce que la tortue ne pouvait faire sur le sable, il se peut qu'elle l'ait fait dans l'eau. Elle se sera retournée quand le flux l'a reprise, et elle aura tranquillement regagné la haute mer. »« Ah, maladroits que nous sommes !» s'écria Nab. « C'est précisément ce que j'avais eu l'honneur de vous dire. » « C'est précisément ce que j'avais eu l'honneur de vous dire, » répondit Pencroff. Cyrus Smith avait donné cette explication qui était admissible, sans doute. Mais était-il bien convaincu de la justesse de cette explication ? On oserait l'affirmer. Chapitre 2. Le 29 octobre, le canot d'écorce était entièrement achevé. Pencroff avait tenu sa promesse, et une sorte de pirogue, dont la coque était membrée au moyen de baguettes flexibles de grégimba, avait été construite en 5 jours. Un banc à l'arrière, un second banc au milieu, pour maintenir l'écartement,
un troisième bord à l'avant, un plat-bord pour soutenir les tolets de 2 avirons, une godille pour gouverner, complétaient cette embarcation, longue de 12 pieds et qui ne pesait pas 200 livres. Quant à l'opération du lancement, elle fut extrêmement simple. La légère pirogue fut portée sur le sable, à la lisière du littoral devant Granite House, et le flot montant la souleva. Pencroff, qui sauta aussitôt dedans, la manœuvra à la godille et put constater qu'elle était très convenable pour l'usage qu'on en voulait faire. « Hurrah !» s'écria le marin, qui ne dédaigna pas de célébrer ainsi son propre triomphe. « Avec cela, on ferait le tour. »« Du monde ?» demanda Gédéon Spilett. « Non, de l'île. Quelques cailloux pour l'est, un mât sur l'avant, et un bout de voile que Mr. Smith nous fabriquera un jour, et on ira loin. Eh bien, monsieur Cyrus, et vous, monsieur Spilett, et vous, Harbert, et toi, Nab, est-ce que vous ne venez pas essayer notre nouveau bâtiment ? Que diable, il faut pourtant voir s'il peut nous porter tous les 5. » En effet, c'était une expérience à faire. Pencroff, d'un coup de godille, ramena l'embarcation près de la grève par un étroit passage que les roches laissaient entre elles, et il fut convenu qu'on ferait ce jour même l'essai de la pirogue en suivant le rivage jusqu'à la première pointe où finissaient les rochers du sud. Au moment d'embarquer, Nab s'écria « Mais il fait pas mal d'eau ton bâtiment, Pencroff. »« Ce n'est rien, Nab, » répondit le marin. « Il faut que le bois s'étanche. Dans 2 jours, il n'y paraîtra plus, et notre pirogue n'aura pas plus d'eau dans le ventre qu'il n'y en a dans l'estomac d'un ivrogne. Embarquez !» On s'embarqua donc, et Pencroff poussa au large. Le temps était magnifique. La mer calme comme si ses eaux eussent été contenues dans les rives étroites d'un lac, et la pirogue pouvait l'affronter avec autant de tranquillité que si elle eût remonté le tranquille courant de la Mercy. Des 2 avirons, Nab prit l'un, Harbert l'autre, et Pencroff resta à l'arrière de l'embarcation afin de la diriger à la godille. Le marin traversa d'abord le canal et alla raser la pointe sud de l'îlot. Une légère brise soufflait du sud. Point de houle, ni dans le canal, ni au large. Quelques longues ondulations que la pirogue sentait à peine, car elle était lourdement chargée, gonflaient régulièrement la surface de la mer. On s'éloigna environ d'un demi-mille de la côte, de manière à apercevoir tout le développement du mont Franklin. Puis, Pencroff, virant de bord, revint vers l'embouchure de la rivière. La pirogue suivit alors le rivage, qui, s'arrondissant jusqu'à la pointe extrême, cachait toute la plaine marécageuse des Tadornes. Cette pointe, dont la distance se trouvait accrue par la courbure de la côte, était environ à 3 miles de la Mercy. Les colons résolurent d'aller à son extrémité et de ne la dépasser que du peu qu'il faudrait pour prendre un aperçu rapide de la côte jusqu'au cap Griffe. Le canot suivit donc le littoral à une distance de 2 encablures au plus, en évitant les écueils dont ces atterrages étaient semés et que la marée montante commençait à couvrir. La muraille allait en s'abaissant depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à la pointe. C'était un amoncellement de granit, capricieusement distribué, très différent de la courtine, qui formait le plateau de grande vue, et d'un aspect extrêmement sauvage. On eût dit qu'un énorme tombereau de roches avait été vidé là. Point de végétation sur ce saillant très aigu qui se prolongeait à 2 miles en avant de la forêt, et cette pointe figurait assez bien le bras d'un géant qui serait sorti d'une manche de verdure. Le canot, poussé par les 2 avirons, avançait sans peine. Gédéon Spilett, le crayon d'une main, le carnet de l'autre, dessinait la côte à grands traits. Nab, Pencroff et Harbert causaient en examinant cette partie de leur domaine, nouvelle à leurs yeux, et, à mesure que la pirogue descendait vers le sud, les 2 caps mandibules paraissaient se déplacer et fermer plus étroitement la baie de l'Union. Quant à Cyrus Smith, il ne parlait pas, il regardait, et à la défiance qu'exprimait son regard, il semblait toujours qu'il observât quelque contrée étrange. Cependant, après 3 quarts d'heure de navigation, la pirogue était arrivée presque à l'extrémité de la pointe, et Pencroff se préparait à la doubler, quand Harbert, se levant, montra une tache noire en disant « Qu'est-ce que je vois donc là-bas sur la grève ?» Tous les regards se portèrent vers le point indiqué. « En effet, » dit le reporter, « il y a quelque chose. On dirait une épave à demi enfoncée dans le sable. »« Ah !» s'écria Pencroff, « je vois ce que c'est. »« Quoi donc ?» demanda Nab. « Des barils, qui peuvent être pleins, » répondit le marin. « Au rivage, Pencroff, » dit Cyrus Smith. En quelques coups d'aviron, la pirogue atterrissait au fond d'une petite anse, et ses passagers sautaient sur la grève. Pencroff ne s'était pas trompé. 2 barils étaient là,
à demi enfoncés dans le sable, mais encore solidement attachés à une large caisse qui, soutenue par eux, avait ainsi flotté jusqu'au moment où elle était venue s'échouer sur le rivage. « Il y a donc eu un naufrage dans les parages de l'île » demanda Harbert. « Évidemment, » répondit Gédéon Spilett. « Mais qu'y a-t-il dans cette caisse » s'écria Pencroff avec une impatience bien naturelle. « Qu'y a-t-il dans cette caisse ? Elle est fermée, et rien pour en briser le couvercle. Eh bien, à coups de pierre alors !» Et le marin, soulevant un bloc pesant, allait enfoncer une des parois de la caisse quand l'ingénieur, l'arrêtant, « Pencroff, lui dit-il, pouvez-vous modérer votre impatience pendant 1 heure seulement ? » « Mais, monsieur Cyrus, songez donc, il y a peut-être là-dedans tout ce qui nous manque. »« Nous le saurons, Pencroff, répondit l'ingénieur. Mais croyez-moi, ne brisez pas cette caisse qui peut nous être utile. Transportons-la à Granite House, où nous l'ouvrirons plus facilement et sans la briser. Elle est toute préparée pour le voyage et, puisqu'elle a flotté jusqu'ici, elle flottera bien encore jusqu'à l'embouchure de la rivière. »« Vous avez raison, monsieur Cyrus, et j'avais tort, » répondit le marin. « Mais on n'est pas toujours maître de soi. » L'avis de l'ingénieur était sage. En effet, la pirogue n'aurait pu contenir les objets probablement renfermés dans cette caisse, qui devait être pesante, puisqu'il avait fallu la soulager au moyen de 2 barils vides. Donc, mieux valait la remorquer ainsi jusqu'au rivage de Granite House. Et maintenant, d'où venait cette épave ? C'était là une importante question. Cyrus Smith et ses compagnons regardèrent attentivement autour d'eux et parcoururent le rivage sur un espace de plusieurs centaines de pas. Nul autre débris ne leur apparut. La mer fut observée également. Harbert et Nab montèrent sur un roc élevé, mais l'horizon était désert, rien en vue, ni un bâtiment désemparé, ni un navire à la voile. Cependant, il y avait eu naufrage, ce n'était pas douteux. Peut-être même cet incident se rattachait-il à l'incident du grain de plomb. Peut-être des étrangers avaient-ils atterri sur un autre point de l'île, peut-être y étaient-ils encore. Mais la réflexion que firent naturellement les colons, c'est que ces étrangers ne pouvaient être des pirates malais, car l'épave avait évidemment une provenance soit américaine, soit européenne. Tous revinrent auprès de la caisse, qui mesurait 5 pieds de long sur 3 de large. Elle était en bois de chêne, très soigneusement fermée, et recouverte d'une peau épaisse que maintenaient des clous de cuivre. Les 2 grosses barriques, hermétiquement bouchées, mais qu'on sentait vides au choc, adhéraient à ses flancs au moyen de fortes cordes, nouées de nœuds que Pencroff reconnut aisément pour des nœuds marins. Elles paraissaient être dans un parfait état de conservation, ce qui s'expliquait par ce fait qu'elles s'étaient échouées sur une grève de sable et non sur des récifs. On pouvait même affirmer, en l'examinant bien, que son séjour dans la mer n'avait pas été long, et aussi que son arrivée sur ce rivage était récente. L'eau ne semblait point avoir pénétré au-dedans et les objets qu'elle contenait devaient être intacts. Il était évident que cette caisse avait été jetée par-dessus le bord d'un navire désemparé, courant vers l'île, et que, dans l'espérance qu'elle arriverait à la côte, où ils la retrouveraient plus tard, des passagers avaient pris la précaution de l'alléger au moyen d'un appareil flottant. « Nous allons remorquer cette épave jusqu'à Granite House, » dit l'ingénieur, « et nous en ferons l'inventaire. Puis, si nous découvrons sur l'île quelques survivants de ce naufrage présumé, nous la remettrons à ceux auxquels elle appartient. Si nous ne retrouvons personne... »« Nous la garderons pour nous !» s'écria Pencroff. « Mais, pour Dieu, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ?» La marée commençait déjà à atteindre l'épave, qui devait évidemment flotter au plein de la mer. Une des cordes qui attachaient les barils fut en partie déroulée et servit d'amarre pour lier l'appareil flottant au canot. Puis Pencroff et Nab creusèrent le sable avec leurs avirons afin de faciliter le déplacement de la caisse, et bientôt l'embarcation, remorquant la caisse, commença à doubler la pointe à laquelle fut donné le nom de pointe de l'épave, Flotsam Point. La remorque était lourde et les barils suffisaient à peine à soutenir la caisse hors de l'eau. Aussi le marin craignait-il à chaque instant qu'elle ne se détachât et ne coulât par le fond. Mais heureusement, ces craintes ne se réalisèrent pas, et 1 heure et demie après son départ, il avait fallu tout ce temps pour franchir cette distance de 3 miles. La pirogue accostait le rivage devant Granite House. Canot et épave furent alors allés sur le sable, et comme la mer se retirait déjà, ils ne tardèrent pas à demeurer à sec. Nab avait été prendre des outils pour forcer la caisse, de manière à ne la détériorer que le moins possible, et on procéda à son inventaire. Pencroff ne chercha point à cacher qu'il était extrêmement ému. Le marin commença par détacher les 2 barils, qui, étant en fort bon état, pourraient être utilisés, cela va sans dire. Puis les serrures furent forcées au moyen d'une pince, et le couvercle se rabattit aussitôt.
Une seconde enveloppe en zinc doublait l'intérieur de la caisse, qui avait été évidemment disposée pour que les objets qu'elle renfermait fussent, en toutes circonstances, à l'abri de l'humidité. Ah, s'écria Nab, est-ce que ce seraient des conserves qu'il y a là-dedans? J'espère bien que non, répondit le reporter. Si seulement il y avait, dit le marin à mi-voix. Quoi donc? Lui demanda Nab qui l'entendit. Rien. La chape de zinc fut fendue dans toute sa largeur, puis rabattue sur les côtés de la caisse et, peu à peu, divers objets de nature très différente furent extraits et déposés sur le sable. À chaque nouvel objet, Pencroff poussait de nouveaux hurrahs, Harbert battait des mains et Nab dansait comme un nègre. Il y avait là des livres qui auraient rendu Harbert fou de joie et des ustensiles de cuisine que Nab eût couverts de baisers. Du reste, les colons eurent lieu d'être extrêmement satisfaits, car cette caisse contenait des outils, des armes, des instruments, des vêtements, des livres, et en voici la nomenclature exacte telle qu'elle fut portée sur le carnet de Gédéon Spilett. Outils. 3 couteaux à plusieurs lames, 2 haches de bûcheron, 2 haches de charpentier, 3 rabots, 2 herminettes, un baiser-aigu, 6 ciseaux à froid, 2 limes, 3 marteaux, 3 vrilles, 2 tarières, 10 sacs de clous et de vis, 3 scies de diverses grandeurs, 2 boîtes d'aiguilles. Armes. 2 fusils à pierre, 2 fusils à capsule, 2 carabines à inflammation centrale, 5 coutelas, 4 sabres d'abordage, 2 barils de poudre pouvant contenir chacun 25 livres, 12 boîtes d'amorces fulminantes. Instruments. Un sextant, une jumelle, une longue-vue, une boîte de compas, une boussole de poche, un thermomètre de Fahrenheit, un baromètre anéroïde, une boîte renfermant tout un appareil photographique, objectif, plaques, produits chimiques, etc. Vêtements. 2 douzaines de chemises d'un tissu particulier qui ressemblait à de la laine, mais dont l'origine était évidemment végétale. 3 douzaines de bas de même tissu. Ustensiles, un coquemar en fer, 6 casseroles de cuivre étamé, 3 plats de fer, 10 couverts d'aluminium, 2 bouilloires, un petit fourneau portatif, 6 couteaux de table. Livres, une Bible contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, un atlas, un dictionnaire des divers idiomes polynésiens, un dictionnaire des sciences naturelles en 6 volumes, 3 rames de papier blanc, 2 registres à pages blanches. Il faut avouer, dit le reporter, après que l'inventaire eut été achevé, que le propriétaire de cette caisse était un homme pratique. Outils, armes, instruments, habits, ustensiles, livres, rien ne manque. On dirait vraiment qu'il s'attendait à faire naufrage et qu'il s'y était préparé d'avance. Rien n'y manque, en effet, murmura Cyrus Smith d'un air pensif. Et à coup sûr, ajouta Harbert, le bâtiment qui portait cette quête et son propriétaire n'était pas un pirate malais. À moins, dit Pencroff, que ce propriétaire n'eût été fait prisonnier par des pirates. Ce n'est pas admissible, répondit le reporter. Il est plus probable qu'un bâtiment américain ou européen a été entraîné dans ces parages, et que des passagers, voulant sauver au moins le nécessaire, ont préparé ainsi cette caisse et l'ont jetée à la mer. Est-ce votre avis, monsieur Cyrus? Demanda Harbert. Oui, mon enfant, répondit l'ingénieur. Cela a pu se passer ainsi. Il est possible qu'au moment où en prévision d'un naufrage, on ait réuni dans cette caisse divers objets de première utilité pour les retrouver en quelque pointe de la côte. Même la boîte à photographie? Fit observer le marin d'un air assez incrédule. Quant à cet appareil, répondit Cyrus Smith, je n'en comprends pas bien l'utilité. Et mieux eût valu pour nous, comme pour tous autres naufragés, un assortiment de vêtements plus complet ou des munitions plus abondantes. Mais n'y a-t-il sur ces instruments, sur ces outils, sur ces livres, aucune marque, aucune adresse qui puisse nous en faire reconnaître la provenance? Demanda Gédéon Spilett. C'était à voir. Chaque objet fut donc attentivement examiné, principalement les livres, les instruments et les armes. Ni les armes ni les instruments, contrairement à ce qui se fait d'habitude, ne portaient la marque du fabricant. Ils étaient d'ailleurs en parfait état et ne semblaient pas avoir servi. Même particularité pour les outils et les ustensiles. Tout était neuf, ce qui prouvait en somme que l'on n'avait pas pris ces objets au hasard pour les jeter dans cette caisse, mais au contraire que le choix de ces objets avait été médité et leur classement fait avec soin. C'était aussi ce qu'indiquait cette seconde enveloppe de métal qui les avait préservés de toute humidité et qui n'aurait pu être soudée dans un moment de hâte. Quant au dictionnaire des sciences naturelles et des idiomes polynésiens, tous deux étaient anglais, mais ils ne portaient aucun nom d'éditeur ni aucune date de publication.
De même pour la Bible, imprimée en langue anglaise, in quarto remarquable au point de vue typographique et qui paraissait avoir été souvent feuilleté. Quant à l'Atlas, c'était un magnifique ouvrage, comprenant les cartes du monde entier et plusieurs planisphères dressés suivant la projection de Mercator et dont la nomenclature était en français, mais qui ne portait non plus ni date de publication ni nom d'éditeur. Il n'y avait donc, sur ces divers objets, aucun indice qui pût en indiquer la provenance et rien, par conséquent, de nature à faire soupçonner la nationalité du navire qui avait dû récemment passer sur ces parages. Mais d'où que vint cette caisse, elle faisait riches les colons de l'île Lincoln. Jusqu'alors, en transformant les produits de la nature, ils avaient tout créé par eux-mêmes, et grâce à leur intelligence, ils s'étaient tirés d'affaire. Mais ne semblait-il pas que la Providence eût voulu les récompenser en leur envoyant alors ces divers produits de l'industrie humaine ? Leurs remerciements s'élevèrent donc unanimement vers le ciel. Toutefois, l'un d'eux n'était pas absolument satisfait. C'était Pencroff. Il paraît que la caisse ne renfermait pas une chose à laquelle il semblait tenir énormément, et à mesure que les objets en étaient retirés, ses hurrahs diminuaient d'intensité, et l'inventaire fini, on l'entendit murmurer ces paroles. « Tout cela, c'est bel et bon, mais vous verrez qu'il n'y aura rien pour moi dans cette boîte. » Ce qui amena Nab à lui dire « Ah ça, ami Pencroff, qu'attendais-tu donc ?»« Une demi-livre de tabac, » répondit sérieusement Pencroff, « et rien n'aurait manqué à mon bonheur. » On ne put s'empêcher de rire à l'observation du marin. Mais il résultait de cette découverte de l'épave que, maintenant et plus que jamais, il était nécessaire de faire une exploration sérieuse de l'île. Il fut donc convenu que le lendemain, dès le point du jour, on se mettrait en route en remontant la Mercy, de manière à atteindre la côte occidentale. Si quelques naufragés avaient débarqué sur un point de cette côte, il était à craindre qu'ils fussent sans ressources, et il fallait leur porter secours sans tarder. Pendant cette journée, les divers objets furent transportés à Granite House et disposés méthodiquement dans la grande salle. Ce jour-là, 29 octobre, était précisément un dimanche, et avant de se coucher, Harbert demanda à l'ingénieur s'il ne voudrait pas leur lire quelques passages de l'Évangile. « Volontiers, » répondit Cyrus Smith. Il prit le livre sacré et allait l'ouvrir quand Pencroff, l'arrêtant, lui dit « Monsieur Cyrus, je suis superstitieux. Ouvrez au hasard et lisez-nous le premier verset qui tombera sous vos yeux. Nous verrons s'il s'applique à notre situation. » Cyrus Smith sourit à la réflexion du marin, et se rendant à son désir, il ouvrit l'Évangile précisément à un endroit où un signet en séparait les pages. Soudain, ses regards furent arrêtés par une croix rouge qui, faite au crayon, était placée devant le verset 8 du chapitre 7 de l'Évangile de saint Matthieu. Et il lut ce verset, ainsi conçu. « Quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve. » Et c'est la fin du chapitre 2. Hop. Nous marquons une courte pause, les amis. Eh bien, je pensais pas avoir lu déjà aussi longtemps, parce que les chapitres ont été entrecoupés de pas mal d'illustrations de Didier Graffet. Et en plus, on a eu l'énumération de ce qui se trouvait dans la caisse. Donc ça a pris beaucoup de lignes, parce qu'en gros, il revenait à chaque fois à la ligne. Donc ça a pris beaucoup de lignes sur une page. Donc je pensais avoir lu moins longtemps que ça, et je me rends compte qu'on est déjà bientôt à 1 heure de live. Donc je suis assez étonné. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il fait un peu plus chaud, alors du coup peut-être l'air est un petit peu plus sec, ou est-ce que c'est juste que c'est un jour sans ? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais j'ai l'impression de particulièrement galérer sur la lecture de ce soir. J'espère que ça reste compréhensible et agréable à vos oreilles, mais j'ai l'impression d'avoir du mal ce soir. J'ai vraiment l'impression d'avoir du mal. Il y a des moments, ce qui m'arrive vraiment rarement en live, il y a des moments où je voyais pas trop où la phrase allait, et où je m'étonnais moi-même à me dire « Ah mince, j'aurais pas dû mettre cette intonation-là parce que la phrase, elle se construisait pas de la manière que j'aurais cru. » Et c'est assez rare que ça m'arrive. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas pourquoi, ce soir j'ai un peu de peine à faire la lecture, j'ai l'impression de manquer d'air aussi un peu. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être la chaleur, parce que l'air est sec. J'ai l'impression de manquer de souffle. Enfin bon, je vais faire de mon mieux pour finir la lecture dans les meilleures conditions. Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chamast.
Ça m'étonne vraiment que Jules Verne ait fait des petites piques à Daniel Defoe et à Robinson Crusoe, étant donné que c'est assez hallucinant tout le matos qu'ont récupéré nos naufragés dans cette caisse. Je me suis dit, mais quand j'ai lu la liste, j'étais en mode, mais c'est bon, ils ont de l'or et un hôtel aussi. Enfin, ça n'a aucun sens, je trouve. Bon, après, j'exagère parce que ils sont quand même naufragés, ils sont quand même dans une situation difficile. On va pas déconner non plus. Mais c'est vrai que c'est étonnant, je trouve, de mettre des naufragés. En fait, souvent, dans une histoire, dans un récit, le fait de mettre des naufragés, on sait que le sujet principal, ça va être leur survie. Et du coup, c'est assez étonnant, je trouve, de mettre des gens victimes d'un naufrage qui se retrouvent à avoir autant de ressources à leur disposition. Parce que du coup, ça enlève un petit peu de la principale préoccupation qu'est la survie. Ce qui peut toutefois être quand même intéressant, parce qu'encore une fois, l'île mystérieuse va peut-être chercher un peu plus loin que la simple survie, puisque le pan mystère s'épaissit de plus en plus et il y a de plus en plus d'événements étranges. Par exemple, moi, la tortue, j'ai vraiment de la peine à me dire que c'est juste la marée qui a eu le temps de remonter, de descendre, tout ça, enfin bon, bref, et qu'elle ait pu se retourner, etc. Enfin voilà, tout ça. Je sais pas, je le sens pas ce truc-là. Je me dis, ok, l'explication de la marée est possible, mais je le sens pas, et vu comment ça a été mis dans l'histoire, je pense vraiment que c'est un autre survivant ou des autres survivants qui ont récupéré la tortue. Et que du coup, potentiellement, le groupe est sous surveillance, ce qui peut être aussi assez sympathique pour l'histoire. Donc je sais pas vous, vos théories, je sais pas si vous pensez à ce genre de choses, si vous vous dites que ça va partir là-dessus. Mais moi, franchement, je trouve ça chelou. Et je sais pas, je pense que la tortue, elle est revenue à quelqu'un d'autre. Euh, ouais. Même avec tous les éléments, en fait, c'est ça. En recroisant tous les événements les uns les autres. Et justement, avec l'emphase qui est mise de la part de l'auteur sur les doutes et les hésitations de Cyrus Smith, alors qu'il est toujours plutôt sûr de lui, je me dis que si lui il doute, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un truc qui soit pas net, quoi. Et puis en même temps, pour l'histoire, ce serait intéressant qu'il y ait quelque chose de pas net, donc forcément, ça incite à penser ça. Quelqu'un est venu sauver la tortue, je suis soulagé car cela me faisait de la peine de l'imaginer en soupe. Alors, Miss Perrine, je pense malheureusement, je pense malheureusement que l'autre personne qui est venue n'est pas venue sauver la tortue. Remarque, ça serait possible. Moi, je trouve que ça serait possible. Ça serait possible dans la mesure où ça serait un peuple déjà habitant sur l'île qu'il n'aurait pas encore repéré et qui peut-être aurait un lien à la nature qui fait qu'il voulait sauver les tortues. Mais je pense que c'est un cas de figure très peu probable, étant donné tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Malheureusement, je pense que la tortue est venue nourrir la soupe d'un autre personnage, tout simplement. On va certainement le découvrir, je pense. Euh, et puis, écoutez, je l'ai déjà dit, je fais un rapide détour par là, parce que quand même, il faut en parler. Un écolo qui passait par là, voilà, c'est ça. Un écolo qui passait par là, ça m'étonnerait quand même. Oui, je fais un rapide détour parce que c'est important d'en parler quand même. Je l'ai déjà précisé dans des tas d'œuvres lors de mes lectures parce que ça arrive tout le temps. Bien entendu, les propos dans le bouquin ne sont pas mes propos. Vous voyez très bien de quel mot je veux parler, je pense. Bien entendu que je ne vais pas censurer ces mots. Donc je considère que les mots font partie de l'œuvre et que ça serait même limite... Enfin, bon, on pourrait avoir toute une discussion là-dessus, mais je trouverais ça au minimum bizarre de le censurer et potentiellement je trouverais ça même dangereux de censurer ce genre de choses, mais bon, bref, admettons. Le débat ne va pas être là. En tout cas, personnellement, ma ligne de conduite par rapport à ça, c'est de ne pas censurer une œuvre que je suis en train de lire.
Donc, je dis le mot qu'il ne faut pas prononcer, n'est-ce pas? Euh, je vais également, comment dire, reprendre ce que dit Chamast dans le chat, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est qu'il faut bien penser aussi que c'est une question d'époque. Alors, de là à dire que c'était pas péjoratif, je ne pense pas. Je pense que c'était déjà péjoratif, que c'était même peut-être encore plus péjoratif, justement. Euh, mais par contre, c'est un truc de la mentalité de l'époque, si je puis dire. Donc, encore une fois, d'ailleurs, bon, même si là, c'est difficilement défendable, mais d'ailleurs, je répète aussi que ce que dit un narrateur n'est pas forcément ce que pense l'auteur. Il faut aussi faire une distinction entre ça. Donc déjà, ce que dit le lecteur, coucou c'est moi, n'est pas ce qu'il pense, puisque je ne fais que lire l'œuvre. Ce que dit le narrateur n'est pas forcément ce que pense l'auteur, parce qu'il peut y avoir un narrateur, enfin l'auteur peut s'amuser à créer un narrateur complètement farfelu, complètement externe à lui-même, qui ne penserait pas du tout comme lui, etc., etc. Ces personnages, pareil. Et enfin, dernière chose, je vais pas censurer une œuvre, plus c'est un terme qui était employé pour désigner une condition très spécifique à une époque très particulière. Donc voilà, vous avez ce terme et je sais qu'il peut être dérangeant et je le comprends complètement. J'avoue que moi-même j'ai été très très dérangé, notamment sur une phrase, parce que là c'était carrément raciste pour le coup. Enfin, je veux dire, déjà que d'habitude, voilà. Mais là, la phrase qui était en mode, bon, je pense que vous avez repéré quelle phrase c'était. Je vais pas le dire, mais en gros, c'était en mode, ils savent danser comme ces gens-là, on va dire. Bon, je trouve ça très, très, très giga, méga, extra, giga limite. C'est même plus limite là, c'est juste terrible. Mais bon, encore une fois, je vais pas censurer l'œuvre. C'est toujours, euh, c'est toujours compliqué. Je dis pas, je dis pas bien entendu comme d'hab, hein. Je dis pas de leur pardonner d'avoir pu dire des choses terribles par le passé à toutes ces personnes, que ce soit les auteurs, que ce soit peu importe qui. Je dis juste qu'il faut se replacer dans un autre contexte pour comprendre pourquoi beaucoup de gens étaient amenés à penser comme ça, pourquoi c'était relativement courant, malheureusement, d'être raciste, sexiste, ce que vous voulez. Euh, donc voilà. Petite parenthèse fermée, mais vu la dinguerie qui a été dite tout à l'heure dans le texte, je me disais que je me devais de le rappeler. Bien, poursuivons, poursuivons sur la suite de notre lecture. Alors, je pense personnellement que ça l'était quand même, Chamast, mais ça serait très très long d'expliquer pourquoi. Et j'avoue que je ne veux pas entrer dans ce genre de débat. Parce que ça suscite trop de débats, justement. Enfin, trop. Non, mais ça suscite des débats. Et que ce n'est pas l'objet de ce live, de cette vidéo, etc. Donc voilà. On pourrait discuter du pourquoi, du comment. Je trouve que de toute manière, c'était quand même péjoratif à la base. Mais en tout cas, de ma connaissance, peut-être que je fais une grave erreur et peut-être que je connais mal les origines du mot. Mais à ma connaissance, ça l'était quand même. Dans le sens où même si on dit sur Wikipédia que ça ne l'était pas, de fait, ça l'était par rapport à qui employait ce mot pour désigner quelle personne, a priori. Bref, je ne suis pas sûr d'avoir 100% l'étymologie du mot. On va pas s'embarquer sur ces réflexions et sur ces débats. Ici, ce n'est pas le sujet. Voilà, voilà. On est reparti pour la suite de la lecture, chapitre 3 et 4, les amis. Comme tout à l'heure, je pense que ça va prendre au moins une quarantaine de minutes. J'espère que ça va le faire parce que, encore une fois, j'ai la bouche sèche et tout ça. On va aller voir Chamast.
Fais très attention, là je te dis juste un conseil, c'est même pas... Je dis pas du tout ça en mode menace, hein, t'inquiète. Mais là c'est juste un conseil. Fais très attention à ce que tu écris dans le chat parce que tu peux être banni de Twitch pour écrire ce mot-là dans le chat. Donc je te conseille même de supprimer ton message. Mais voilà. Bref. Oui, oui, je comprends bien. Alors, on pourrait parler aussi de tout ça, Shamast, mais encore une fois, ça serait des énormes discours. Tu me lis ce qu'il y a sur Wikipédia, moi je comprends tout à fait. Twitch et YouTube, c'est des robots. C'est des robots et c'est des Américains. Ok? Donc tu peux pas dialoguer avec eux, ok? Voilà, c'est juste ce que je te dis. Genre vraiment, là, je te le dis tel quel, tu peux être banni de Twitch pour la phrase que tu viens de mettre. Donc, je vais tout simplement supprimer le message pour pas que t'aies d'emmerde. Et voilà. C'est pour ça aussi que j'essaie d'éviter ce genre de sujet. Parce que Twitch et YouTube réfléchissent pas beaucoup. Enfin, on va dire qu'ils ont des règles très strictes sur ces sujets-là et sur ces mots et ainsi de suite. Et que du coup, faut pas déconner une seconde avec ces mots-là. Tu peux vraiment te faire ban très 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 facilement. Donc voilà. C'est pour t'empêcher un ban que je te dis ça aussi et que je nous conseille à tous vivement d'arrêter de parler de ce sujet. Voilà, voilà. Bref, à tout à l'heure pour l'outro. Je repars en lecture. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. On est y part. Chapitre 3. Le lendemain, 30 octobre, tout était prêt pour l'exploration projetée que les derniers événements rendaient si urgente. En effet, les choses avaient tourné ainsi que les colons de l'île Lincoln pouvaient s'imaginer n'en être plus à demander des secours, mais bien à pouvoir en porter. Il fut donc convenu que l'on remonterait la Mercy aussi loin que le courant de la rivière serait praticable. Une grande partie de la route se ferait ainsi sans fatigue, et les explorateurs pourraient transporter leurs provisions et leurs armes jusqu'à un point avancé dans l'ouest de l'île. Il avait fallu, en effet, songer non seulement aux objets que l'on emportait, mais aussi à ceux que le hasard permettrait peut-être de ramener à Granite House. S'il y avait eu un naufrage sur la côte, comme tout le faisait présumer, les épaves ne manqueraient pas et seraient de bonne prise. Dans cette prévision, le chariot eût sans doute mieux convenu que la fragile pirogue, mais ce chariot, lourd et grossier, il fallait le traîner, ce qui en rendait l'emploi moins facile et ce qui amena Pencroff à exprimer le regret que la caisse n'eût pas contenu, en même temps que sa demi-livre de tabac, une paire de ces vigoureux chevaux du New Jersey qui eussent été fort utiles à la colonie. Les provisions déjà embarquées par Nab se composaient de conserves de viande et de quelques gallons de bière et de liqueurs fermentées, c'est-à-dire de quoi se sustenter pendant 3 jours, laps de temps le plus long que Cyrus Smith assignât à l'exploration. D'ailleurs, on comptait au besoin se réapprovisionner en route, et Nab n'eut garde d'oublier le petit fourneau portatif. En fait d'outils, les colons prirent les 2 haches de bûcheron, qui devaient servir à frayer une route dans l'épaisse forêt, et, en fait d'instruments, la lunette et la boussole de poche. Pour armes, on choisit les 2 fusils à pierre, plus utiles dans cette île que n'eussent été des fusils à système, les premiers n'employant que des silex, faciles à remplacer, et les seconds exigeant des amorces fulminantes qu'un fréquent usage eût promptement épuisées. Cependant, on prit aussi une des carabines et quelques cartouches. Quant à la poudre, dont les barils renfermaient environ 50 livres, il fallut bien en emporter une certaine provision, mais l'ingénieur comptait fabriquer une substance explosive qui permettrait de l'aménager. Aux armes à feu, on joignit les 5 coutelas bien engainés de cuir, et, dans ces conditions, les colons pouvaient s'aventurer dans cette vaste forêt avec quelque chance de se tirer d'affaire. Inutile d'ajouter que Pencroff, Harbert et Nab, ainsi armés, étaient au comble de leurs vœux, bien que Cyrus Smith leur eût fait promettre de ne pas tirer un coup de fusil sans nécessité. À 6 heures du matin, la pirogue était poussée à la mer. Tous s'embarquaient, y compris Top, et se dirigeaient vers l'embouchure de la Mercy. La marée ne montait que depuis une demi-heure. Il y avait donc encore quelques heures de flot dont il convenait de profiter, car plus tard le jusant rendrait difficile le remontage de la rivière,
Le flux était déjà fort, car la lune devait être pleine 3 jours après, et la pirogue, qu'il suffisait de maintenir dans le courant, marcha rapidement entre les deux hautes rives, sans qu'il fût nécessaire d'accroître sa vitesse avec l'aide des avirons. En quelques minutes, les explorateurs étaient arrivés au coude que formait la Mersey, et précisément à l'angle où, 7 mois auparavant, Pencroff avait formé son premier train de bois. Après cet angle assez aigu, la rivière, en s'arrondissant, obliquait vers le sud-ouest et son cours se développait sous l'ombrage de grands conifères à verdure permanente. L'aspect des rives de la Mersey était magnifique. Cyrus Smith et ses compagnons ne pouvaient qu'admirer sans réserve ces beaux effets qu'obtient si facilement la nature avec de l'eau et des arbres. À mesure qu'ils s'avançaient, les essences forestières se modifiaient. Sur la rive droite de la rivière s'étageaient de magnifiques échantillons des ulmacées, ces précieux fransormes, si recherchés des constructeurs et qui ont la propriété de se conserver longtemps dans l'eau. Puis, c'étaient de nombreux groupes appartenant à la même famille, entre autres des mycocouliers, dont l'amande produit une huile fort utile. Plus loin, Harbert remarqua quelques lardis à balais, dont les rameaux flexibles, macérés dans l'eau, fournissent d'excellents cordages, et 2 ou 3 troncs d'ébénacées, qui présentaient une belle couleur noire coupée de capricieuses veines. De temps en temps, à certains endroits, où l'atterrissage était facile, le canot s'arrêtait. Alors Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff, le fusil à la main et précédé de Top, battaient la rive. Sans compter le gibier, il pouvait se rencontrer quelques utiles plantes qu'il ne fallait point dédaigner, et le jeune naturaliste fut servi à souhait, car il découvrit une sorte d'épinard sauvage de la famille des chénopodées, je ne sais pas comment on doit prononcer encore une fois, désolé, et de nombreux échantillons de crucifères, appartenant au genre chou, qu'il serait certainement possible de civiliser par la transplantation. C'était du cresson, du réfort, des raves, et enfin de petites tiges rameuses, légèrement velues, hautes d'1 mètre qui produisaient des graines presque brunes. Sais-tu ce que c'est que cette plante-là demanda Harbert au marin. Du tabac s'écria Pencroff, qui évidemment n'avait jamais vu sa plante de prédilection que dans le fourneau de sa pipe. Non, Pencroff, répondit Harbert, ce n'est pas du tabac, c'est de la moutarde. Va pour la moutarde, répondit le marin. Mais si par hasard un plant de tabac se présentait, mon garçon, veuillez ne point le dédaigner. Nous en trouverons un jour, dit Gédéon Spilett. Vrai, s'écria Pencroff. Eh bien, ce jour-là, je ne sais vraiment plus ce qui manquera à notre île. Ces diverses plantes, qui avaient été déracinées avec soin, furent transportées dans la pirogue, que ne quittait pas Cyrus Smith, toujours absorbé dans ses réflexions. Le reporter, Harbert et Pencroff débarquèrent ainsi plusieurs fois, tantôt sur la rive droite de la Mersey, tantôt sur sa rive gauche. Celle-ci était moins abrupte, mais celle-là plus boisée. L'ingénieur put reconnaître, en consultant sa boussole de poche, que la direction de la rivière depuis le premier coude était sensiblement sud-ouest et nord-est, et presque rectiligne sur une longueur de 3 miles environ. Mais il était supposable que cette direction se modifiait plus loin et que la Mersey remontait au nord-ouest, vers les contreforts du mont Franklin qui devaient l'alimenter de leurs eaux. Pendant une de ces excursions, Gédéon Spilett parvint à s'emparer de 2 couples de gallinacés vivants. C'étaient des volatiles à bec longs et grêles, à cous allongés, courts d'ailes et sans apparence de queue. Harbert leur donna avec raison le nom de tinamous, et il fut résolu qu'on en ferait les premiers hôtes de la future basse-cour. Mais jusqu'alors, les fusils n'avaient point parlé, et la première détonation qui retentit dans cette forêt du Far West fut provoquée par l'apparition d'un bel oiseau qui ressemblait anatomiquement à un martin-pêcheur. « Je le reconnais !» s'écria Pencroff, et on peut dire que son coup partit malgré lui. « Que reconnaissez-vous » demanda le reporter. « Le volatile qui nous a échappé à notre première excursion, et dont nous avons donné le nom à cette partie de la forêt. »« Un jacamar » s'écria Harbert. C'était un jacamar, en effet, bel oiseau dont le plumage assez rude et revêtu d'un éclat métallique. Quelques grains de plomb l'avaient jeté à terre, et Top le rapporta au canot en même temps qu'une douzaine de Turacos loris, sorte de grimpeur de la grosseur d'un pigeon, tout peinturluré de vert, avec une partie des ailes de couleur cramoisie et une huppe droite festonnée d'un liseré blanc. Au jeune garçon revint l'honneur de ce beau coup de fusil, et il s'en montra assez fier. Les loris faisaient un gibier meilleur que le jacamar, dont la chair est un peu coriace, mais on eût difficilement persuadé à Pencroff qu'il n'avait point tué le roi des volatiles comestibles.
Il était 10 heures du matin quand la pirogue atteignit un second coude de la Mersey, environ à 5 miles de son embouchure. On fit halte en cet endroit pour déjeuner, et cette halte, à l'abri de grands et beaux arbres, se prolongea pendant une demi-heure. La rivière mesurait encore 60 à 70 pieds de large, et son lit 5 à 10 pieds de profondeur. L'ingénieur avait observé que de nombreux affluents en grossissaient le cours, mais ce n'étaient que de simples rios innavigables. Quant à la forêt, aussi bien sous le nom de bois du Jacamar que sous celui des forêts du Far West, elle s'étendait à perte de vue. Nulle part, ni sous les hautes futaies, ni sous les arbres des berges de la Mersey, ne se décelait la présence de l'homme. Les explorateurs ne purent trouver une trace suspecte, et il était évident que jamais la hache du bûcheron n'avait entaillé ces arbres, que jamais le couteau du pionnier n'avait tranché ces lianes tendues d'un tronc à l'autre, au milieu des broussailles touffues et des longues herbes. Si quelques naufragés avaient atterri sur l'île, ils n'en avaient point encore quitté le littoral, et ce n'était pas sous cet épais couvert qu'il fallait chercher les survivants du naufrage présumé. L'ingénieur manifestait donc une certaine hâte d'atteindre la côte occidentale de l'île Lincoln, distante, suivant son estime, de 5 miles au moins. La navigation fut reprise, et bien que, par sa direction actuelle, la Mersey parut courir non vers le littoral mais plutôt vers le mont Franklin, il fut décidé que l'on se servirait de la pirogue tant qu'elle trouverait assez d'eau sous sa quille pour flotter. C'était à la fois bien des fatigues épargnées, c'était aussi du temps gagné, car il aurait fallu se frayer un chemin à la hache à travers les épais fourrés. Mais bientôt le flux manqua tout à fait, soit que la marée baissa, et en effet elle devait baisser à 7 heures, soit qu'elle ne se fit plus sentir à cette distance de l'embouchure de la Mersey. Il fallut donc armer les avirons. Nab et Harbert se placèrent sur leurs bancs, Pencroff à la godille, et le remontage de la rivière fut continué. Il semblait alors que la forêt tendait à s'éclaircir du côté du Far West. Les arbres y étaient moins pressés et se montraient souvent isolés. Mais précisément parce qu'ils étaient plus espacés, ils profitaient plus largement de cet air libre et pur qui circulait autour d'eux, et ils étaient magnifiques. Quels splendides échantillons de la flore de cette latitude. Certes, leur présence suffit à un botaniste pour qu'il nomma sans hésitation le parallèle que traversait l'île Lincoln. « Des eucalyptus !» s'était écrié Harbert. C'étaient en effet ces superbes végétaux, les derniers géants de la zone extratropicale, les congénères de ces eucalyptus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, toutes deux situées sur la même latitude que l'île Lincoln. Quelques-uns s'élevaient à une hauteur de 200 pieds. Leur tronc mesurait 20 pieds de tour à sa base et leur écorce, sillonnée par les réseaux d'une résine parfumée, comptait jusqu'à 5 pouces d'épaisseur. Rien de plus merveilleux, mais aussi de plus singulier, que ces énormes échantillons de la famille des myrtacées, dont le feuillage se présentait de profil à la lumière et laissait arriver jusqu'au sol les rayons du soleil. Au pied de ces eucalyptus, une herbe fraîche tapissait le sol, et du milieu des touffes s'échappaient des volées de petits oiseaux, qui resplendissaient dans les jets lumineux comme des escarboucles ailés. « Voilà des arbres !» s'écria Nab. « Mais sont-ils bons à quelque chose ?»« Peu !» répondit Pencroff. « Il en doit être des végétaux géants comme des géants humains. Cela ne sert guère qu'à se montrer dans les foires. »« Je crois que vous faites erreur, Pencroff, » répondit Gédéon Spilett, « et que le bois d'eucalyptus commence à être employé très avantageusement dans l'ébénisterie. »« Et j'ajouterais, » dit le jeune garçon, « que ces eucalyptus appartiennent à une famille qui comprend bien des membres utiles. Le goyavier, qui donne les goyaves, le giroflier, qui produit les clous de girofle, le grenadier, qui porte les grenades, l'Eugenia cauliflora, dont les fruits servent à la fabrication d'un vin passable, le myrtugni, qui contient une excellente liqueur alcoolique, le myrte Caryophyllus, dont l'écorce forme une cannelle estimée, l'Eugenia pigmenta, d'où vient le piment de la Jamaïque, le myrte commun, dont les baies peuvent remplacer le poivre, l'Eucalyptus robusta, qui produit une sorte de manne excellente, l'Eucalyptus guinei, dont la sève se transforme en bière par la fermentation, enfin, tous ces arbres connus sous le nom d'arbres de vie ou bois de fer, qui appartiennent à cette famille des myrtacées, dont on compte 46 genres et 1300 espèces. On laissait aller le jeune garçon qui débitait avec beaucoup d'entrain sa petite leçon de botanique. Cyrus Smith l'écoutait en souriant, et Pencroff avec un sentiment de fierté impossible à rendre. « Bien, Harbert, » répondit Pencroff, « mais j'oserais jurer que tous ces échantillons utiles que vous venez de citer ne sont point des géants comme ceux-ci. »« En effet, Pencroff.
Cela vient donc à l'appui de ce que j'ai dit, répliqua le marin, à savoir que les géants ne sont bons à rien. C'est ce qui vous trompe, Pencroff, dit alors l'ingénieur, et précisément ces gigantesques eucalyptus qui nous abritent sont bons à quelque chose. Et à quoi donc? À assainir le pays qu'ils habitent. Savez-vous comment on les appelle dans l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Non, monsieur Cyrus. On les appelle les arbres à fièvre. Parce qu'ils la donnent? Non, parce qu'ils l'empêchent. Bien. Bien, je vais noter cela, dit le reporter. Notez donc, mon cher Spilett, car il paraît prouvé que la présence des eucalyptus suffit à neutraliser les miasmes paludéens. On a essayé de ce préservatif naturel dans certaines contrées du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, dont le sol était absolument malsain, et qui ont vu l'état sanitaire de leurs habitants s'améliorer peu à peu. Plus de fièvres intermittentes dans les régions que recouvrent les forêts de ces myrtacées. Ce fait est maintenant hors de doute, et c'est une heureuse circonstance pour nous autres, colons de l'île Lincoln. Ah, quelle île! Quelle île bénie! S'écria Pencroff. Je vous le dis, il ne lui manque rien, si ce n'est... Cela viendra, Pencroff, cela se trouvera, répondit l'ingénieur. Mais reprenons notre navigation, et poussons aussi loin que la rivière pour apporter notre pirogue. L'exploration continua donc, pendant 2 miles au moins, au milieu d'une contrée couverte d'eucalyptus qui dominait tous les bois de cette portion de l'île. L'espace qu'il couvrait s'étendait hors des limites du regard de chaque côté de la Mercy, dont le lit assez sinueux se creusait alors entre de hautes berges verdoyantes. Ce lit était souvent obstrué de hautes herbes et même de roches aiguës qui rendaient la navigation assez pénible. L'action des rames en fut gênée, et Pencroff dut pousser avec une perche. On sentait aussi que le fond montait peu à peu, et que le moment n'était pas éloigné où le canot, faute d'eau, serait obligé de s'arrêter. Déjà le soleil déclinait à l'horizon et projetait sur le sol les ombres démesurées des arbres. Cyrus Smith, voyant qu'il ne pourrait atteindre dans cette journée la côte occidentale de l'île, résolut de camper à l'endroit même où, faute d'eau, la navigation serait forcément arrêtée. Il estimait qu'il devait être encore à 5 ou 6 miles de la côte, et cette distance était trop grande pour qu'il tentât de la franchir pendant la nuit au milieu de ces bois inconnus. L'embarcation fut donc poussée sans relâche à travers la forêt, qui peu à peu se refaisait plus épaisse et semblait plus habitée aussi, car si les yeux du marin ne le trompèrent pas, il crut apercevoir des bandes de singes qui couraient sous les taillis. Quelquefois même, 2 ou 3 de ces animaux s'arrêtèrent à quelque distance du canot et regardèrent les colons sans manifester aucune terreur, comme si, voyant des hommes pour la première fois, ils n'avaient pas encore appris à les redouter. Il eût été facile d'abattre ces quadrumanes à coups de fusil, mais Cyrus Smith s'opposa à ce massacre inutile qui tentait un peu l'enrager Pencroff. D'ailleurs, c'était prudent, car ces singes vigoureux, doués d'une extrême agilité, pouvaient être redoutables, et mieux valait ne point les provoquer par une agression parfaitement inopportune. Il est vrai que le marin considérait le singe au point de vue purement alimentaire, et en effet ces animaux, qui sont uniquement herbivores, forment un gibier excellent. Mais puisque les provisions abondaient, il était inutile de dépenser les munitions en pure perte. Vers 4 heures, la navigation de la Mercy devint très difficile, car son cours était obstrué de plantes aquatiques et de roches. Les berges s'élevaient de plus en plus, et déjà le lit de la rivière se creusait entre les premiers contreforts du mont Franklin. Ces sources ne pouvaient donc être éloignées, puisqu'elles s'alimentaient de toutes les eaux des pentes méridionales de la montagne. Avant un quart d'heure, dit le marin, nous serons forcés de nous arrêter, monsieur Cyrus. Eh bien, nous nous arrêterons, Pencroff, et nous organiserons un campement pour la nuit. À quelle distance pouvons-nous être de Granite House demanda Harbert. À 7 miles à peu près, répondit l'ingénieur, mais en tenant compte toutefois des détours de la rivière qui nous ont portés dans le nord-ouest. Continuons-nous à aller de l'avant demanda le reporter. Oui, et aussi longtemps que nous pourrons le faire, répondit Cyrus Smith. Demain, au point du jour, nous abandonnerons le canot, nous franchirons en 2 heures, j'espère, la distance qui nous sépare de la côte, et nous aurons la journée presque tout entière pour explorer le littoral. En avant, répondit Pencroff. Mais bientôt, la pirogue racla le fond caillouteux de la rivière, dont la largeur alors ne dépassait pas 20 pieds. Un épais berceau de verdure s'arrondissait au-dessus de son lit et l'enveloppait d'une demi-obscurité. On entendait aussi le bruit assez accentué d'une chute d'eau qui indiquait à quelques 100 pas en amont la présence d'un parage naturel. Et en effet, à un dernier détour de la rivière, une cascade apparut à travers les arbres.
Le canot heurta le fond du lit, et quelques instants après, il était amarré à un tronc, près de la rive droite. Il était 5 heures environ. Les derniers rayons du soleil se glissaient sous l'épaisse ramure et frappaient obliquement la petite chute dont l'humide poussière resplendissait des couleurs du prisme. Au-delà, le lit de la Mercy disparaissait sous les taillis, où il s'alimentait à quelques sources cachées. Les divers rios qui affluaient sur son parcours en faisaient plus bas une véritable rivière, mais alors ce n'était plus qu'un ruisseau limpide et sans profondeur. On campa en cet endroit même, qui était charmant. Les colons débarquèrent, et un feu fut allumé sous un bouquet de larges micocouliers, entre les branches desquels Cyrus Smith et ses compagnons eussent, au besoin, trouvé un refuge pour la nuit. Le souper fut bientôt dévoré, car on avait faim, et il ne fut plus question que de dormir. Mais quelques rugissements de nature suspecte s'étant fait entendre avec la tombée du jour, le foyer fut alimenté pour la nuit, de manière à protéger les dormeurs de ces flammes pétillantes. Nab et Pencroff veillèrent même à tour de rôle et n'épargnèrent pas le combustible. Peut-être ne se trompèrent-ils pas lorsqu'ils crurent voir quelques ombres d'animaux errer autour du campement, soit sous le taillis, soit entre les ramures. Mais la nuit se passa sans accident, et le lendemain, 31 octobre, à 5 heures du matin, tous étaient sur pied, prêts à partir. Chapitre 4. Ce fut à 6 heures du matin que les colons, après un premier déjeuner, se remirent en route, avec l'intention de gagner par le plus court la côte occidentale de l'île. En combien de temps pourraient-ils l'atteindre ? Cyrus Smith avait dit en 2 heures, mais cela dépendait évidemment de la nature des obstacles qui se présenteraient. Cette partie du Far West paraissait serrée de bois, comme eût été un immense taillis composé d'essences extrêmement variées. Il était donc probable qu'il faudrait se frayer une voie à travers les herbes, les broussailles, les lianes, et marcher la hache à la main, et le fusil aussi sans doute, si on s'en rapportait aux cris de fauves entendus dans la nuit. La position exacte du campement avait pu être déterminée par la situation du mont Franklin, et puisque le volcan se relevait dans le nord à une distance de moins de 3 miles, il ne s'agissait que de prendre une direction rectiligne vers le sud-ouest pour atteindre la côte occidentale. On partit, après avoir soigneusement assuré l'amarrage de la pirogue. Pencroff et Nab emportaient des provisions qui devaient suffire à nourrir la petite troupe pendant 2 jours au moins. Il n'était plus question de chasser, et l'ingénieur recommanda même à ses compagnons d'éviter toute détonation intempestive, afin de ne point signaler leur présence aux environs du littoral. Les premiers coups de hache furent donnés dans les broussailles. Au milieu de buissons de lentisques, un peu au-dessus de la cascade, et sa boussole à la main, Cyrus Smith indiqua la route à suivre. La forêt se composait alors d'arbres dont la plupart avaient été déjà reconnus aux environs du lac et du plateau de Grande-Vue. C'étaient des déodars, des douglas, des casuarinas, des gommiers, des eucalyptus, des dragonniers, des hibiscus, des cèdres et autres essences. Généralement de taille médiocre, car leur nombre avait nui à leur développement. Les colons ne purent donc avancer que lentement sur cette route qu'ils se frayaient en marchant, et qui, dans la pensée de l'ingénieur, devrait être reliée plus tard à celle du Creek Rouge. Depuis leur départ, les colons descendaient les basses rampes qui constituaient le système orographique de l'île, et sur un terrain très sec, mais dont la luxuriante végétation laissait pressentir soit la présence d'un réseau hydrographique à l'intérieur du sol, soit le cours prochain de quelques ruisseaux. Toutefois, Cyrus Smith ne se souvenait pas, lors de son excursion au cratère, d'avoir reconnu d'autres cours d'eau que ceux du Creek Rouge et de la Mercy. Pendant les premières heures de l'excursion, on revit des bandes de singes, qui semblaient marquer le plus vif étonnement à la vue de ces hommes, dont l'aspect était nouveau pour eux. Gédéon Spilett demandait plaisamment si ces agiles et robustes quadrumanes ne les considéraient pas, ses compagnons et lui, comme des frères dégénérés. Et franchement, de simples piétons, à chaque pas gênés par les broussailles, empêchés par les lianes, barrés par les troncs d'arbres, ne brillaient pas auprès de ces souples animaux qui bondissaient de branche en branche et que rien n'arrêtait dans leur marche. Ces singes étaient nombreux, mais très heureusement, ils ne manifestèrent aucune disposition hostile. On vit aussi quelques sangliers, des agoutis, des kangourous et autres rongeurs, et 2 ou 3 koulas, auxquels Pencroff eût volontiers adressé quelques charges de plomb. « Mais, disait-il, la chasse n'est pas ouverte. Gambadez donc, mes amis, sautez et volez en paix. Nous vous dirons 2 mots au retour. »
À 9h30 du matin, la route qui portait directement dans le sud-ouest se trouva tout à coup barrée par un cours d'eau inconnu, large de 30 à 40 pieds, et dont le courant vif, provoqué par la pente de son lit et brisé par des roches nombreuses, se précipitait avec de rudes grondements. Ce cric était profond et clair, mais il eût été absolument innavigable. « Nous voilà coupés !» s'écria Nab. « Non, » répondit Harbert, « ce n'est qu'un ruisseau, et nous saurons bien le passer à la nage. »« À quoi bon ?» répondit Cyrus Smith. « Il est évident que ce cric courra à la mer. Restons sur sa rive gauche, suivons sa berge, et je serais bien étonné s'il ne nous mène pas très promptement à la côte. En route !»« Un instant, » dit le reporter. « Et le nom de ce cric, mes amis, ne laissons pas notre géographie incomplète. »« Juste, » dit Pencroff. « Nomme-le, mon enfant, » dit l'ingénieur en s'adressant au jeune garçon. « Ne vaut-il pas mieux attendre que nous l'ayons reconnu jusqu'à son embouchure » fit observer Harbert. « Soit, » répondit Cyrus Smith. « Suivons-le donc sans nous arrêter. »« Un instant encore, » dit Pencroff. « Qu'y a-t-il » demanda le reporter. « Si la chasse est défendue, la pêche est permise, je suppose, » dit le marin. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » répondit l'ingénieur. « Oh, 5 minutes, » répliqua Pencroff. « Je ne vous demande que 5 minutes dans l'intérêt de notre déjeuner. » Et Pencroff, se couchant sur la berge, plongea ses bras dans les eaux vives et fit bientôt sauter quelques douzaines de belles écrevisses qui fourmillaient entre les roches. « Voilà qui sera bon !» s'écria Nab, en venant en aide au marin. « Quand je vous dis qu'excepté du tabac, il y a de tout dans cette île, » murmura Pencroff avec un soupir. Il ne fallut pas 5 minutes pour faire une pêche miraculeuse, car les écrevisses pullulaient dans le cric. De ces crustacés dont le test présentait une couleur bleu cobalt et qui portaient un rostre armé d'une petite dent, on remplit un sac et la route fut reprise. Depuis qu'ils suivaient la berge de ce nouveau cours d'eau, les colons marchaient plus facilement et plus rapidement. D'ailleurs, les rives étaient vierges de toute empreinte humaine. De temps en temps, on relevait quelques traces laissées par des animaux de grande taille qui venaient habituellement se désaltérer à ce ruisseau, mais rien de plus. Et ce n'était pas encore dans cette partie du Far West que le pécari avait reçu le grain de plomb qui coûtait une mâchelière à Pencroff. Cependant, en considérant ce rapide courant qui fuyait vers la mer, Cyrus Smith fut amené à supposer que ses compagnons et lui étaient beaucoup plus loin de la côte occidentale qu'il ne le croyait. Et en effet, à cette heure, la marée montait sur le littoral et aurait dû rebrousser le cours du cric si son embouchure n'eût été qu'à quelques miles seulement. Or, cet effet ne se produisait pas, et le fil de l'eau suivait la pente naturelle du lit. L'ingénieur dut donc être très étonné, et il consulta fréquemment sa boussole, afin de s'assurer que quelque crochet de la rivière ne le ramenait pas à l'intérieur du Far West. Cependant, le cric s'élargissait peu à peu, et ses eaux devenaient moins tumultueuses. Les arbres de sa rive droite étaient aussi pressés que ceux de sa rive gauche, et il était impossible à la vue de s'étendre au-delà. Mais ces masses boisées étaient certainement désertes, car Top n'aboyait pas, et l'intelligent animal n'eût pas manqué de signaler la présence de tout étranger dans le voisinage du cours d'eau. À 10h30, à la grande surprise de Cyrus Smith, Harbert, qui s'était porté un peu en avant, s'arrêtait soudain et s'écriait « La mer !» Et quelques instants après, les colons, arrêtés sur la lisière de la forêt, voyaient le rivage occidental de l'île se développer sous leurs yeux. Mais quel contraste entre cette côte et la côte est, sur laquelle le hasard les avait d'abord jetés! Plus de murailles de granit, aucun écueil au large, pas même une grève de sable. La forêt formait le littoral, et ces derniers arbres battus par les lames se penchaient sur les eaux. Ce n'était point un littoral tel que le fait habituellement la nature, soit en étendant de vastes tapis de sable, soit en groupant des roches, mais une admirable lisière faite des plus beaux arbres du monde. La berge était surélevée de manière à dominer le niveau des plus grandes mers, et sur tout ce sol luxuriant, supporté par une base de granit, les splendides essences forestières semblaient être aussi solidement implantées que celles qui se massaient à l'intérieur de l'île. Les colons se trouvaient alors à l'échancrure d'une petite crique sans importance, qui n'eût même pas pu contenir 2 ou 3 barques de pêche et qui servait de goulot au nouveau cric. Mais, disposition curieuse, ces eaux, au lieu de se jeter à la mer par une embouchure à pente douce, tombaient d'une hauteur de plus de 40 pieds, ce qui expliquait pourquoi, à l'heure où le flot montait, il ne s'était point fait sentir en amont du cric. En effet,
Les marées du Pacifique, même à leur maximum d'élévation, ne devaient jamais atteindre le niveau de la rivière, dont le lit formait un bief supérieur, et des millions d'années sans doute s'écouleraient encore avant que les eaux eussent rongé ce radier de granit et creusé une embouchure praticable. Aussi, d'un commun accord, donna-t-on à ce cours d'eau le nom de rivière de la chute, Falls River. Au-delà, vers le nord, la lisière formée par la forêt se prolongeait sur un espace de 2 miles environ. Puis les arbres se raréfiaient, et au-delà, des hauteurs très pittoresques se dessinaient suivant une ligne presque droite qui courait nord et sud. Au contraire, dans toute la portion du littoral comprise entre la rivière de la Chute et le promontoire du Reptile, ce n'étaient que masses boisées, arbres magnifiques, les uns droits, les autres penchés, dont la longue ondulation de la mer venait baigner les racines. Or, c'était vers ce côté, c'est-à-dire sur toute la presqu'île serpentine, que l'exploration devait être continuée, car cette partie du littoral offrait des refuges que l'autre, aride et sauvage, eût évidemment refusés à des naufragés quels qu'ils fussent. Le temps était beau et clair, et du haut d'une falaise sur laquelle Nab et Pencroff disposèrent le déjeuner, le regard pouvait s'étendre au loin. L'horizon était parfaitement net, et il n'y avait pas une voile au large. Sur tout le littoral, aussi loin que la vue pouvait atteindre, pas un bâtiment, pas même une épave. Mais l'ingénieur ne se croirait bien fixé à cet égard que lorsqu'il aurait exploré la côte jusqu'à l'extrémité même de la presqu'île serpentine. Le déjeuner fut expédié rapidement, et à 11h30, Cyrus Smith donna le signal du départ. Au lieu de parcourir soit l'arête d'une falaise, soit une grève de sable, les colons durent suivre le couvert des arbres de manière à longer le littoral. La distance qui séparait l'embouchure de la rivière de la chute du promontoire du Reptile était de 12 miles environ. En 4 heures, sur une grève praticable et sans se presser, les colons auraient pu franchir cette distance, mais il leur fallut le double de ce temps pour atteindre leur but, car les arbres à tourner, les broussailles à couper, les lianes à rompre, les arrêtaient sans cesse, et des détours si multipliés allongeaient singulièrement leur route. Du reste, il n'y avait rien qui témoignât d'un naufrage récent sur ce littoral. Il est vrai, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que la mer avait pu tout entraîner au large, et qu'il ne fallait pas conclure de ce qu'on n'en trouvait plus aucune trace, qu'un navire n'eût pas été jeté à la côte sur cette partie de l'île Lincoln. Le raisonnement du reporter était juste, et d'ailleurs, l'incident du grain de plomb prouvait d'une façon irrécusable que depuis 3 mois ou plus, un coup de fusil avait été tiré dans l'île. Il était déjà 5 heures, et l'extrémité de la presqu'île serpentine se trouvait encore à 2 miles de l'endroit alors occupé par les colons. Il était évident qu'après avoir atteint le promontoire du Reptile, Cyrus Smith et ses compagnons n'auraient plus le temps de revenir avant le coucher du soleil au campement qui avait été établi près des sources de la Mercy. De là, nécessité de passer la nuit au promontoire même. Mais les provisions ne manquaient pas, et ce fut heureux, car le gibier de poil ne se montrait plus sur cette lisière qui n'était qu'un littoral après tout. Au contraire, les oiseaux y fourmillaient. Jacamar, couroucou, tragopan, tétras, loris, perroquets, cacatoès, faisans, pigeons et cent autres. Pas un arbre qui n'eût un nid, pas un nid qui ne fût rempli de battements d'ailes. Vers 7 heures du soir, les colons, harassés de fatigue, arrivèrent au promontoire du Reptile, sorte de volute étrangement découpée sur la mer. Ici finissait la forêt riveraine de la presqu'île, et le littoral, dans toute la partie sud, reprenait l'aspect accoutumé d'une côte avec ses rochers, ses récifs et ses grèves. Il était donc possible qu'un navire désemparé se fût mis au plein sur cette portion de l'île, mais la nuit venait, et il fallut remettre l'exploration au lendemain. Pencroff et Harbert se hâtèrent aussitôt de chercher un endroit propice pour y établir un campement. Les derniers arbres de la forêt du Far West venaient mourir à cette pointe, et parmi eux, le jeune garçon reconnut d'épais bouquets de bambous. « Bon, dit-il, voilà une précieuse découverte. »« Précieuse » répondit Pencroff. « Sans doute, reprit Harbert. Je ne te dirai point, Pencroff, que l'écorce de bambou découpée en lattes flexibles sert à faire des paniers ou des corbeilles, que cette écorce réduite en pâte et macérée sert à la fabrication du papier de Chine, que les tiges fournissent, suivant leur grosseur, des cannes, des tuyaux de pipe, des conduites pour les eaux, que les grands bambous forment d'excellents matériaux de construction, légers et solides, et qui ne sont jamais attaqués par les insectes. Je n'ajouterai même pas qu'en sciant les entrenoeuds des bambous et en conservant pour le fond une portion de la cloison transversale qui forme le nœud, on obtient ainsi des vases solides et commodes qui sont fort en usage chez les Chinois. Non, cela ne te satisferait point. Mais je t'apprendrai, si tu l'ignores, que, dans l'Inde,
On mange ces bambous en guise d'asperges. Des asperges de 30 pieds, s'écria le marin. Et elles sont bonnes? Excellentes, répondit Harbert. Seulement ce ne sont point des tiges de 30 pieds que l'on mange, mais bien de jeunes pousses de bambou. Parfait, mon garçon, parfait, répondit Pencroff. J'ajouterai aussi que la moelle des tiges nouvelles, confites dans du vinaigre, forme un condiment très apprécié. De mieux en mieux, Harbert. Et enfin que ces bambous exsudent entre leurs nœuds une liqueur sucrée dont on peut faire une très agréable boisson. Est-ce tout? Demanda le marin. C'est tout. Et ça ne se fume pas par hasard? Ça ne se fume pas, mon pauvre Pencroff. Harbert et le marin n'eurent pas à chercher longtemps un emplacement favorable pour passer la nuit. Les rochers du rivage, très divisés, car ils devaient être violemment battus par la mer sous l'influence des vents du sud-ouest, présentaient des cavités qui devaient leur permettre de dormir à l'abri des intempéries de l'air. Mais au moment où ils se disposaient à pénétrer dans une de ces excavations, de formidables rugissements les arrêtèrent. « En arrière !» s'écria Pencroff. « Nous n'avons que du petit plomb dans nos fusils, et des bêtes qui rugissent si bien s'en soucieraient comme d'un grain de sel. » Et le marin, saisissant Harbert par le bras, l'entraîna à l'abri des rochers au moment où un magnifique animal se montrait à l'entrée de la caverne. C'était un jaguar, d'une taille au moins égale à celle de ses congénères d'Asie, c'est-à-dire qu'il mesurait plus de 5 pieds de l'extrémité de la tête à la naissance de la queue. Son pelage fauve était relevé par plusieurs rangées de taches noires, régulièrement ocellées et tranchées avec le poil blanc de son ventre. Harbert reconnut là ce féroce rival du tigre, bien autrement redoutable que le couguar, qui n'est que le rival du loup. Le jaguar s'avança et regarda autour de lui, le poil hérissé, l'œil en feu, comme s'il n'eût pas senti l'homme pour la première fois. En ce moment, le reporter tournait les hautes roches, et Harbert, s'imaginant qu'il n'avait pas aperçu le jaguar, allait s'élancer vers lui. Mais Gédéon Spilett lui fit un signe de la main et continua de marcher. Il n'en était pas à son premier tigre, et s'avançant jusqu'à 10 pas de l'animal, il demeura immobile, la carabine à l'épaule, sans qu'un de ses muscles tressaillît. Le jaguar, ramassé sur lui-même, fondit sur le chasseur, mais au moment où il bondissait, une balle le frappait entre les 2 yeux, et il tombait mort. Harbert et Pencroff se précipitèrent vers le jaguar. Nab et Cyrus Smith accoururent de leur côté, et ils restèrent quelques instants à contempler l'animal étendu sur le sol, dont la magnifique dépouille ferait l'ornement de la grande salle de Granite House. « Ah, monsieur Spilett, que je vous admire et que je vous envie !» s'écria Harbert dans un accès d'enthousiasme bien naturel. « Bon, mon garçon, répondit le reporter, tu en aurais fait autant. Moi, un pareil sang-froid. Figure-toi, Harbert, qu'un jaguar est un lièvre, et tu le tireras le plus tranquillement du monde. Voilà, répondit Pencroff, ce n'est pas plus malin que ça. Et maintenant, dit Gédéon Spilett, puisque ce jaguar a quitté son repère, je ne vois pas, mes amis, pourquoi nous ne l'occuperions pas pendant la nuit. Mais d'autres peuvent revenir, dit Pencroff. Il suffira d'allumer un feu à l'entrée de la caverne, dit le reporter, et ils ne se hasarderont pas à franchir le seuil. À la maison des jaguars, alors, répondit le marin, en tirant après lui le cadavre de l'animal. Les colons se dirigèrent vers le repère abandonné, et là, tandis que Nab dépouillait le jaguar, ses compagnons entassèrent sur le seuil une grande quantité de bois sec que la forêt fournissait abondamment. Mais Cyrus Smith, ayant aperçu le bouquet de bambous, alla en couper une certaine quantité qu'il mêla au combustible du foyer. Cela fait, on s'installa dans la grotte, dont le sable était jonché d'ossements. Les armes furent chargées à tout hasard pour le cas d'une agression subite. On soupa, et puis, le moment de prendre du repos étant venu, le feu fut mis au tas de bois empilés à l'entrée de la caverne. Aussitôt, une véritable pétarade d'éclatait dans l'air. C'étaient les bambous, atteints par la flamme, qui détonaient comme des pièces d'artifice. Rien que ce fracas eût suffi à épouvanter les fauves les plus audacieux. Et ce moyen de provoquer de vives détonations, ce n'était pas l'ingénieur qui l'avait inventé, car, suivant Marco Polo, les Tartares, depuis bien des siècles, l'emploient avec succès pour éloigner de leur campement les fauves redoutables de l'Asie centrale. Et c'est la fin du chapitre 4. Ce sera donc également la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro, les amis.
Vraiment, j'étais pas bien sur la lecture de ce soir. Vous m'envoyez désolé. J'espère que ça a été quand même compréhensible, quand même agréable pour vos oreilles. Ceci dit, on est reparti aussi. Ça m'a aussi pas aidé, je vous avoue. On est beaucoup, beaucoup reparti sur des mots que je ne connaissais pas. C'est vrai qu'avec Jules Verne, on a beaucoup ce phénomène-là. Et là, je me rends compte que je suis en train d'abîmer mon livre en faisant la lecture parce que du coup, je le fais frotter sur le bord de mon bureau pour pas avoir tout le poids sur les bras. Donc du coup, je suis en train de bien, bien abîmer mon livre. Un peu dommage. Un peu con même. Bref, bon, en même temps, il est vieux. Oui. Donc, mais en même temps, j'ai pas d'autres moyens. Bon, je verrai si je peux pas trouver une solution, mais c'est pas grave. Mais du coup, beaucoup de mots que je ne connais pas. C'est souvent le cas chez Jules Verne parce que voilà, il est un peu technique et il aime bien s'intéresser en profondeur à certains domaines. Et là, de nouveau, on a eu 2 chapitres qui s'intéressaient énormément à la faune et la flore de l'île. Donc je vous avoue que désolé si j'ai écorché des noms propres ou des noms communs, parce que là, je suis beaucoup moins sûr de moi sur certains trucs. Euh, Pareil sur la prononciation des S, je sais pas parce il y a des animaux dont le S final se prononce, des arbres aussi d'ailleurs, et d'autres non. Sauf que quand tu connais pas du tout l'animal ou l'arbre, eh ben je peux pas juger, je peux pas jauger. Donc voilà, peut-être que j'ai fait des bourdes, c'est pas bien grave, mais voilà. Ça a rendu la lecture un peu plus compliquée. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit goyave, et il me semble que même si 90% des gens disent goyave, il me semble qu'on doit dire goyave, parce qu'on dit voyage. Quelqu'un m'avait dit ça, ça me semble assez logique. Et d'après les règles de français, je pense que c'est logique. Je pense que c'est plutôt logique. Quoique, attendez, dans le terme guingois, est-ce qu'il y a un U avant le oie de guingois? Non, de guingois, il n'y a pas de U. Donc oui, d'après le français, ça serait assez logique que ce soit goyave et pas goyave. Bref. Euh, Ouais, sinon, franchement, j'ai été un peu déçu, on va dire, par les chapitres qu'on a lus. Pas tous les chapitres qu'on a lus. Comment dire? Ça reste d'un très bon niveau, il n'y a pas de souci, ça reste très cool, etc. Mais les 2 premiers chapitres nous branchaient sur des possibilités, sur des oulala, il y a peut-être des gens, oulala, on a retrouvé des caisses, ça épaissit le mystère et ainsi de suite. Il y a la tortue qui a disparu, tout ça. Donc il y avait une sorte de crescendo, je trouvais, ça faisait monter un peu la tension petit à petit. Et là, je trouve que ça fait souffler du coup le truc de bon bah au final on visite l'île, donc on décrit simplement toutes les plantes qu'on va rencontrer, tous les animaux qu'on va rencontrer. Enfin, ça revient un peu à une phase d'exploration assez calme en fait, où le récit lui-même n'avance pas beaucoup, je trouve. Donc ouais, j'étais moins fan de ces chapitres 3 et 4. À l'exception de l'apparition de singes et de l'apparition du jaguar, qui pour le coup nous sortent un peu de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Parce que là, le fauve, il est devant toi, devant tes yeux. Et d'ailleurs, Gédéon Spilett, je pensais pas du tout qu'il avait cette personnalité-là. Enfin, comment dire? Je pensais, sa personnalité plutôt ne me laissait pas deviner qu'il était capable d'avoir un énorme sang-froid et de tuer des jaguars comme ça. Mais ok, ok. Encore une fois, on a un peu l'impression, je trouve, de une super équipe où absolument tous les membres de l'équipe sont super forts. C'est peut-être un peu abusé, mais ok. C'était un peu rafraîchissant de voir des singes et le jaguar parce que c'est quand même des animaux plus massifs que tous les animaux qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Donc du coup, ça représente un danger potentiel aussi plus important, quoi. Donc ça, j'ai trouvé sympathique. Du coup, je me demande si le littoral, on peut pas le considérer. Je sais pas si ça se dit dans ces zones du Pacifique. Je sais pas où ça se trouve en fait. J'imagine que ça peut se dire, mais le mot n'est pas dans le texte, alors ça m'étonne. Mais j'imagine qu'on pourrait dire que c'est une partie un peu de mangrove,
J'imagine que c'est un peu une mangrove, non? Le délire d'avoir comme ça, ni un littoral qui n'a ni sable ni rocher, comme il disait, mais simplement des arbres un peu en surélévation, comme ça. Je pense qu'on peut dire qu'on est dans une sorte de mangrove à cet endroit-là. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, j'ai eu pas mal d'illustrations de Didier Graffé sur ces 4 chapitres. Comme d'habitude, pour des questions de droit, je vais pas pouvoir toutes vous les montrer, mais je vais vous en montrer une ou deux. Je pense que je vais vous montrer le jaguar que j'ai trouvé vraiment très 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 beau. Et je pense que ça sera le seul que je vous montrerai. Parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Toutes les illustrations, franchement, hein, encore une fois, cette édition, elle est vraiment belle. Toutes les illustrations valent le coup. Mais ouais. J'ai pas envie de tenter le diable en vous en montrant trop. Allez, je vais vous montrer exactement les 2 points que j'ai bien... Enfin, les 2 points que je viens de relever. La rencontre avec les singes. Donc du coup, on voit, ils sont dans leur pirogue à l'eau. Et dans les branchages, au-dessus d'eux, il y a pas mal de singes. Hop. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez pas mal. Et ensuite, je vais vous montrer le jaguar, parce que le jaguar, il est vraiment beau. Hop. Je trouve qu'il a très bien capté, Didier Graffé, les yeux du jaguar. Parce que un fauve, je trouve qu'il y a quelque chose... Bah, même les animaux sauvages en général, mais... Là, je sais pas, il y a un truc dans son regard qui fait un peu bader. Alors par contre, l'image est très sombre. Je vous rappelle qu'il était au fond de sa caverne, en quelque sorte. L'image est très sombre, mais j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi la découpe de l'illustration, comme ça, un peu en bande. Je trouve que ça lui donne un style. Hop. Ah, ça va, ça paraît pas si sombre à la cam encore. C'est stylé. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui, comme je le disais. Si vous m'avez suivi en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur mes réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que je vais en live. Le prochain live, n'hésitez pas à nous rejoindre en live d'ailleurs. Le prochain live, ça sera vendredi à 21h. Enfin, en tout cas, il y aura un live vendredi à 21h pour la suite de la lecture de l'île mystérieuse avec 4 chapitres supplémentaires. Regardez, j'ai quand même bien amoché mon livre là. J'ai des traces blanches dégueu. Enfin, ça a creusé la couverture en fait. En vrai, je suis grave deg. Je suis grave deg parce que mon livre il est vraiment beau. Faudrait que je trouve une solution, mais je sais pas, genre, faut que je mette un coussin sur mon bureau pour pouvoir poser le livre dessus. Enfin, ça n'a plus aucun sens au bout d'un moment l'installation qu'il faut quoi. Bref. Donc vendredi lecture, c'est quasiment certain. Sinon, comme je vous le disais en intro de live, je ne sais pas trop ce qu'il y aura cette semaine. Peut-être la suite des aventures du Pyro Barbare et de Bob Lennon dans la Corne des Sables d'Ivoire. Et de Bob Lennon, j'ai dit. Et de Billy dans la Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon. Possible. Possible également qu'il y ait un live sur la suite de ma bibliothèque. L'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun des deux, ou d'autres. Je vous tiens au courant quand j'en sais plus précisément, sur Facebook, Discord et Twitter. Voilà, voilou. Bonne nuit à toi, Chamas. Bonne nuit à tous ceux qui sont là sur le live. Je pense qu'on est plus que tous les deux, Chamas, mais bonne nuit, bonne nuit. Et puis bonne journée à ceux qui m'ont regardé en rediff ou quoi que qu'est-ce. Bonne, insérez ce que vous voulez. Et à la prochaine lecture pour la suite, au prochain live, pour d'autres amusements. Bye bye.